Salut à tous, salut à toutes, c'est Mathias. Publication de la première partie du débat sur le véganisme. La deuxième est déjà tournée avec Pas Vegan et elle viendra plus tard, dans quelques jours. Donc là, voilà, vous avez vraiment environ 2 bonnes heures de présentation, d'idées, d'arguments, du pourquoi et du comment à propos du véganisme. Le format suisse que j'ai énoncé dans ma vidéo sortie jeudi, la première partie sert vraiment à poser les bases et le débat contradictoire sert à ajouter un petit peu de nuance. Je vais répondre tout de suite aux commentaires du style tu favorises le véganisme ou tu as organisé un 2 contre 1 face à pas vegan. Non, vous pensez bien que si je veux organiser une partie entre véganes, il me faut plusieurs véganes en fait. Et au-delà de ça, il n'y a pas un vegan qui a le même parcours ou discours qu'un autre. Ils ont tous une vision différente de leur mouvement. Et donc même à ce niveau-là, je considère que c'est intéressant d'en avoir plusieurs pour une discussion et un débat. Pour le débat contradictoire à suivre avec Pas Vegan, non, c'est pas un 2 contre 1, c'est pas un 2v1, c'est vraiment deux visions du véganisme qui s'opposent, et avec en prime quelqu'un qui vient apporter de la nuance à leurs propos, quelqu'un dont c'est le travail, Pas Vegan en l'occurrence. Et comptez sur moi aussi pour la modération du temps de parole. Pas Vegan a eu largement le temps de dire ce qu'il voulait dire, comme il le voulait, et je pense avoir fait le taf. Pour ce qui est des comptes du temps de parole, chacun peut parler autant que les autres. Voilà. Et enfin, pour parler vraiment de ce débat-là, vous verrez que, malgré le fait qu'il soit vraiment intéressant, il est un peu plus décousu que les précédents débats que j'ai pu publier. Pourquoi ? Parce que j'ai noté le caractère peut-être un peu scolaire de mes précédents débats. En général, je prépare un plan que j'envoie en même temps aux intervenants pour qu'ils puissent travailler, chercher leurs sources, leurs arguments, et on se rencontre tous à une date donnée. Cette fois, pour essayer de dynamiser un petit peu le débat, j'ai pris le parti de ne pas en faire, et d'aller un petit peu à l'aveuglette, comme ça. Ce qui peut donner une impression, je pense, de va-vite, ou alors l'impression qu'on creuse pas assez le sujet, et je pense qu'après coup, je le regrette un peu. Donc, je pense que l'émission sur le véganisme, en fait, se fera en 3 parties. Il y a cette vidéo, la première partie entre véganes, la deuxième qui sera un débat contradictoire, et la troisième, j'aimerais faire, je pense, une sorte de deuxième round en fait, où les participants devront faire face à des questions plus précises sur des points qu'on aura abordés lors du débat contradictoire. Et je pense que l'objectif de cette troisième vidéo, ce sera de viser des compromis, peut-être à la rigueur, entre les deux parties, trouver des solutions pour que les choses avancent, malgré les divergences. C'est pas exclu que les participants de ces vidéos sur le véganisme participent au troisième round. Il y en a quelques-uns qui sont pas contre. Mais après tout, libre à vous de m'envoyer vos suggestions, me proposer des intervenants, qu'ils soient vegan, youtubeurs ou vegan, pas youtubeurs, journalistes ou peu importe, que sais-je. Voilà, je suis facilement joignable par mail et tous vos commentaires sont lus. Sur ce, bon visionnage. A plus. Ok, ouais. Ouais, juste pour resituer du coup ce qui vient de se passer, on sort d'un entretien, d'un débat contradictoire avec Pas Vegan. C'était un débat un poil décousu parce que j'ai pris le parti de pas faire de plan pour cette fois parce que le véganisme c'est un énorme sujet quoi. Donc on est un peu parti sur l'éthique, un peu moins sur l'aspect militant, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on parle du militantisme aussi au sein du milieu vegan. Donc c'est pour ça que je fais cette deuxième partie pour qu'on essaie peut-être d'aborder des points plus précis sur le véganisme. Ou peut-être même des aspects d'amélioration ou des solutions que vous voyez vu que vous êtes tous les deux Ouais, véganes. Là concrètement, en 2022, le véganisme on est où en ce moment? Tout à l'heure on disait qu'il y a moins de 1% de véganes en France. Pourquoi? Pourquoi il y a si peu de véganes alors que tout le monde est d'accord, je sais pas, sur l'aspect écologique de la consommation de la viande, sur l'aspect sanitaire. Ça touche beaucoup de gens et peu de gens font la démarche, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui freine? En fait, moi, je t'ai dit, hein, enfin, je l'ai dit tout à l'heure avec, devant pas vegan. Enfin, de toute façon, voilà, je vais reprendre un peu ce qu'on s'est dit. Euh, Moi, je suis d'accord avec la position de l'éthicologue Martin Gibert, et avant lui, alors je crois que c'est la féministe Carol J. Adams qui avait fait un livre qui s'appelle La politique sexuelle de la viande. Alors, bon, titre qui peut paraître un petit peu particulier, mais en gros, dedans, elle rappelle qu'en fait, la mort de l'animal, c'est le référent absent qui relie l'animal à notre assiette. C'est-à-dire que tu vois une pub, tu vois enfin, n'importe quelle personne qui promeut de la viande, qui fait la promotion de la viande. Tu vois le produit fini, tu vois, ça t'arrive de voir le produit fini, regardez mon beau steak, il est bien saignant, machin. Tu vois
la vache au début dans son petit pré qui broute son herbe tranquillou bilou pépouze, tu vois pas ce qui se passe entre les deux. Tu vois? En fait, c'est-à-dire on met l'accent vraiment sur les trucs que les gens ne sont pas dérangés de voir, ou même sur les trucs que les gens peuvent penser bien, genre une vache bien en chair qui broute, oh là là, super, on peut trouver ça chouette, ou je sais pas quoi. Mais à aucun moment on met l'accent sur le fait que bon bah l'animal à un moment donné, il va en abattoir se faire défoncer le crâne et après se faire désosser et puis après voilà, enfin après des heures de souffrance dans un abattoir dans lequel il a peur, dans lequel il a pas envie d'aller parce qu'il se rend compte qu'il va mourir, donc il y en a qui font demi-tour. Enfin, il y a plein de problèmes qui sont comme ça. Même il y a des caméras cachées d'abattoir qui datent de bien avant qu'L214 vienne mettre son grain de sel là-dedans. Moi, je veux dire, moi, ce qui m'a fait devenir vegan, c'était des vidéos d'abattoirs, de caméras cachées, enfin de caméras qui étaient installées en abattoir, mais par les employés eux-mêmes, qui se cachaient pas du tout de faire ça. Et j'ai trouvé ça juste ignoble en fait. Donc après, ça m'a ouvert d'autres pistes de réflexion, mais à la base, c'était ça. Donc si tu veux, moi je pense la principale raison pour laquelle il y a aussi peu de véganes, c'est que les gens, pour la plupart, je pense qu'ils ne réalisent pas l'ampleur de la souffrance qui est induite par leur mode d'alimentation. C'est pas genre. Le but, c'est pas de dire ils sont bêtes. Le but, c'est pas de dire ils sont méchants, ils sont cruels. Le but, c'est vraiment de dire que toute la communication, tout est fait en fait. Même tout à l'heure, j'ai mentionné vite fait les lobbies de la viande. Il y a tout un rapport qui a été écrit par Greenpeace extrêmement précis avec toutes les relations qu'entretiennent les lobbies de la viande entre eux. Donc il y a Interbev, donc pour le bétail. Alors il y a Inapor, je crois, pour le cochon, tout ça. Enfin, voilà. Toutes ces entreprises mettent des millions et des millions. Enfin, ils ont un budget colossal pour faire justement de la propagande de leurs produits alimentaires. Et quand tu vas faire la promotion de ton produit, tu vas forcément mettre l'accent sur ce qui est positif. Tu vas pas dire, bah ouais, bah nos vaches, elles se font couper la tête, défoncer, il y a plein de sang partout, regardez. Tu vois, tu vas pas le faire. Donc, en fait, c'est ça qui permet d'entretenir justement, cette espèce de... On va ignorer en fait ce qui se passe là. On va entretenir le déni de ce passage-là nécessaire à la création de la viande pour justement que les gens continuent d'en manger. Et pareil, hein, alors dans l'article que je t'ai filé, mon Google Doc où j'ai mis toutes mes sources, à un moment donné, voilà, j'ai relié l'article avec le programme TF1 qui donnait le poulet à manger vivant à un crocodile. Et voilà, il y a eu une vague de plaintes contre TF1 pour dire non mais vous vous rendez compte, c'est inadmissible de mettre ce genre de séquence. Un poulet qui meurt, quoi. Bah oui, on a des millions qui meurent pour ton assiette, mais tu relèves pas tous les jours ça. Tu vois, mais parce que d'un côté, il y a une souffrance que tu vois, et de l'autre côté, il y en a une que tu vois pas, celle que tu manges. Voilà. Après, on pourrait parler de dissonance cognitive, tout ça, mais je vais aller trop loin. On pourra, on est là pour ça. Avant de te passer la parole, Julien, je me rends compte que dans la discussion d'avant, et même là, on n'a même pas évoqué ce que c'était le fait d'être vegan. Enfin, je pense qu'en 2022, tout le monde sait ça. Enfin, le fait d'être vegan, c'est le fait d'arrêter vraiment stricto sensu la consommation et l'utilisation de produits issus d'animaux, en fait. C'est tout. Que ce soit leur chair ou leur production, quoi. Je pense qu'on aurait dû le rappeler parce qu'on a parlé que de viande et de fromage. Il y a aussi le cuir, j'imagine. Par exemple. On n'a pas parlé on n'a pas parlé du reste, quoi. Je dirais même plus, c'est que véganisme, c'est des produits issus de l'exploitation des animaux. Il y a vraiment cette notion d'exploitation à partir du moment où on fait où on les exploite. C'est plus éthique d'utiliser leur cuir, leur fourrure, leur viande, leur fromage. Par exemple, du coup, la question vient souvent de est-ce que avoir un chat, c'est vegan ou pas? Et donc, c'est pour ça que c'est important cette question de l'exploitation. C'est-à-dire vivre avec des animaux. Ça peut être vegan en fait. On peut vivre avec des animaux si on les exploite pas. C'est vegan. Voilà. Mais, et toi alors, Julien, ton opinion sur le fait qu'il y ait si peu de véganes en France ou dans le monde? Et ben là-dessus, moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis, Maxime, sur la question de la publicité. Effectivement, notre
mode de vie actuel est conditionné par la publicité, par ce qu'on voit. Je veux dire, mes parents, quand je parle véganisme avec eux, les arguments qui me sortent, c'est les arguments des publicités qu'ils voient à la télé, hein, basiquement. Mais les vaches, elles donnent du lait comme ça parce que ça les fait kiffer. Tu vois, ils voient dans leur tête la pub de la vache qui envoie du lait et qui est contente. Ils sont déconnectés de la réalité de l'élevage. C'est-à-dire que quand je leur ai expliqué à mes parents qu'on devait tuer en fait chaque année un veau pour que la vache puisse continuer à produire du lait, c'est quand même une réalité que personne ne nie. Enfin, je veux dire, tu peux le trouver partout cette information. J'ai dû leur répéter cette information pendant plusieurs années avant qu'ils me croient. Et à chaque fois, ils me croyaient pas. Je leur disais Wikipédia, je leur disais bah si, en fait, une vache c'est comme un être humain, ça produit du lait quand ça a un enfant, donc faut tuer l'enfant, l'inséminer artificiellement, elle accouche, tuer l'enfant. Voilà. Donc il y a un décalage entre ce que les gens connaissent de la réalité et ce qu'il aurait vendu dans la publicité. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pas là le vrai problème, dans le sens où euh, avant la télévision, la publicité, tout ça, les gens mangeaient de la viande, tuaient les animaux eux-mêmes, n'avaient pas peur de cette cruauté. Il y a même pourquoi, dans les années au XIVe siècle, pourquoi la peste noire a fait autant de dommages en Europe, c'est parce qu'on détestait les chats et qu'on les butait. Donc, il n'y avait pas la publicité qui nous poussait à ça, mais genre, bah, la religion nous poussait à croire que les chats noirs, voilà, machin, donc on les butait. Et on a toujours, enfin, ça fait 10 000 ans maintenant qu'on fait de l'élevage, euh, un peu moins, 10 000 ans c'est l'agriculture, l'élevage c'est arrivé un peu après, donc disons 8 000 ans je crois c'est l'élevage. Donc, même avant la publicité, on a exploité des animaux pour notre bien-être. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, voilà, disons, c'était il y a 8 000 ans l'invention de l'élevage, enfin l'invention, le passage de chasseur à éleveur, quoi. Euh, donc, il n'y avait pas la publicité. La question de l'utilitarisme, on en parlait dans le débat d'avant, la question donc de est-ce que les animaux peuvent souffrir et donc est-ce qu'il faudrait ne pas les faire souffrir, c'est arrivé dans les années 1800 avec Jeremy Bentham qui disait voilà, que si des êtres bah, peuvent souffrir, alors ils ont au minimum le droit de ne pas souffrir. Donc ça c'est les années 1800. C'est super récent, c'est-à-dire il y a 8000 ans d'élevage et là il y a 200 ans il y a un mec qui a dit oula peut-être c'est pas une bonne idée et le terme antispécisme il est arrivé en 1970, c'est-à-dire il y a 50 ans. Il y a 50 ans, le terme antispécisme est arrivé. La philosophie était développée depuis quelques années, mais ce terme n'est né qu'il y a 50 ans. La B12, la synthèse de la B12, c'est 47, je crois. c'est 1972. Ça veut dire que avant cette date, c'était très compliqué de devenir vegan, puisque la seule chose qui nous manquait vraiment pour être vegan en bonne santé, c'est cette B12. On le sait maintenant, tous les végans le savent, c'est le seul complément auquel on ne peut pas échapper. Et donc ça fait que 50 ans, donc depuis voilà, 72, ça fait 50 ans, ouais, qu'on peut être vraiment vegan sans aucun problème de santé. Donc c'est très récent dans l'histoire de l'humanité qui a 3 millions d'années, et dans l'histoire courte, on va dire, des 10 000 dernières années. C'est très récent cette question du véganisme et de devenir vegan et tout ça. Même si à l'époque de Platon, il parlait déjà de végétarisme et tout ça, mais c'est pas du tout la même chose. Vegan, ça n'existait pas et c'était végétarien tout au mieux. Et voilà. Mais donc le véganisme est très très récent. Donc c'est normal en fait qu'on soit une extrême minorité. C'est normal que les gens galèrent de ouf à comprendre ce que c'est et à faire la transition parce que c'est vraiment très très récent. Et je suis étonné moi-même de la vitesse à laquelle ça va. Dire en l'espace de il y a 6 ans, quand je suis devenu végétarien, mes parents ils croyaient que j'allais manger des cailloux. Et ils savaient vraiment pas ce que j'allais manger. Et aujourd'hui, ils achètent pour eux des steaks vegan en magasin parce que de temps en temps ils aiment bien et donc ils savent ce que ça veut dire vegan et tout ça. Donc ça évolue super vite en fait. Enfin, pour moi, c'est pas oh là là, on est à la traîne. C'est en fait ça va super vite et si on continue dans cette dynamique, les 10, 20, 30 prochaines années, parce que tout le monde est avec nous. Je veux dire, le GIEC, tous les scientifiques sont avec le fait qu'il faut réduire la consommation de viande. Les industriels commencent à se mettre à fond sur le végétal. Erta veut carrément abandonner le jambon pour faire que du végétal. Tout le monde va dans cette direction. Pour moi, c'est pas un problème. Il faut l'accompagner et éviter que ce soit un capitalisme vegan, mais plutôt un anarchisme vegan. C'est plus là où je pense qu'il y a du travail à faire. Ben oui, clairement, c'est vrai que je me suis attardé que sur l'aspect éthique, mais ça ne suffit probablement pas à expliquer le fait que
bah évidemment, tu vois, avant, les publicités, les gens mangeaient quand même de la viande. Mais le truc, c'est que effectivement, euh, à partir du moment où tu sais qu'il y a une chose qui est nécessaire, à savoir que, bon, bah, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à la synthèse en fait de B12, l'exploitation des animaux pour ta survie, pour ton intégrité corporelle, physique, elle est nécessaire, tu te poses même pas la question de savoir si c'est bien ou mal, tu le fais, point. Tu vois, c'est genre, bah oui, et tu vois, tu bouges des animaux, point, tu vois, voilà, c'est tout. Et effectivement, alors 50 ans, après, voilà, on dit 50 ans, c'est vrai que c'est récent comparé à des milliers et des milliers d'histoires de l'humanité où on a chassé ou machin. Mais enfin, c'est vrai que d'expérience, enfin, vous savez comme moi, il y a des transitions qui en 10-20 ans peuvent se faire. La transition informatique, enfin genre le fait que tout est passé au numérique, toutes les démarches administratives, tous les trucs comme ça. Moi avant, quand j'étais gamin, ouais mais attends, moi quand j'étais gamin avant, je me tapais 10 kilos 15 kilos de cahiers pour aller en sixième parce que je me tapais une grosse scoliose. Mon petit frère, qui a même pas 10 ans de moins que moi, lui tout était numérisé en PDF sur son ENT tranquillou quoi. Donc bon, moi si vous voulez, enfin si tu veux, moi je pense qu'il y a effectivement, il y a encore des zones en France. Bon, moi j'ai vécu moi-même dans un village où il y avait des gens qui n'avaient pas encore l'eau courante, hein, ils avaient un puits, quoi. Mais enfin, globalement, il y a quand même eu une transition globale sur certains sujets qui s'est faite assez rapidement. Et en l'occurrence, la transition au entre guillemets tout numérique, c'était dans l'intérêt de pas mal de monde de la faire. Les gens y ont vu un intérêt immédiat. Le, la transition d'un régime viandesque, enfin un régime carné, pardon, à un régime vegan, euh, les bénéfices, ils sont pas évidents au premier abord, tu vois. C'est-à-dire que moi, le fait de me dire, bah tiens, je vais tout numériser, je vais avoir tout ça sur mon petit ordi qui fait 500 grammes, au lieu de me taper des tonnes de feuilles, voilà, voilà, suffit pas d'étudier la question pendant 300 000 ans pour y voir l'intérêt immédiat. Pour le véganisme, c'est un peu plus compliqué. D'autant plus que bah, à ce niveau-là, en France, en termes de viande, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on a élevés au rang d'institution. C'est-à-dire, bon, bah, posséder des livres ou écrire sur des cahiers, bon, ça c'est un truc que tout le monde fait, c'est pas une spécialité française, quoi. Par contre, le bœuf bourguignon, tu vois, spécialité gastronomique française, etc. On peut aussi comprendre que les gens ont effectivement un attachement un peu plus, on va dire, particulier à ce genre de choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, bah, du fait de cet attachement, bah, on va mettre ça aussi en avant pour dire, bah oui, mais non, le véganisme, j'ai pas envie parce que sinon, je vais devoir me priver de ci, de ça. Tout ça enfin, couplé au fait que, bah, comme on disait tout à l'heure, il y a des lobbies de la viande aujourd'hui, hein, du coup, ces 50 dernières années. Il y avait de la publicité déjà depuis ces 50 dernières années. Mettre le paquet sur leurs produits à eux, en termes de publicité, bon, bah, à un moment donné, tout est fait en fait pour te dire bah non, deviens pas vegan, c'est pas ouf. Et oui, il y a des entreprises qui commencent à faire un turnover, mais bon, effectivement, il y a aussi beaucoup de enfin il y a aussi beaucoup de réticence. Alors moi je suis pas du tout un mec qui fait de l'appel à la nature ou quoi, je trouve que c'est de la connerie les gens qui vont s'empêtrer là-dedans. Mais je peux comprendre que ça fait un peu plus peur quand on te vend un truc où il y a, je sais pas, 20 ingrédients au lieu de 10, même si c'est 20 ingrédients, même si les 10 ingrédients supplémentaires sont pas forcément nocifs, tu vois, en général c'est de la connerie, c'est des arômes, enfin des trucs qu'on retrouve partout. Mais du coup, voilà, le problème c'est que quand les industriels qui eux ont vraiment les capacités donc de faire du véganisme à grande échelle et de le rendre accessible s'y mettent, bah les gens ils sont là où mais il y a plus d'ingrédients donc c'est pas naturel. Tu vois, Jackie avec sa carte bancaire qui va chez Carrefour, bon il trouve que c'est pas naturel, ok pas de souci. Mais je veux dire le raisonnement il est là et je peux comprendre que les gens tu vois ils aient peur bah, déjà de la nouveauté quoi.
tout simplement, tu vois. Mmh. Je vais te faire un parallèle avec les trains. Moi, je crois que quand les trains ont commencé à arriver, il y avait eu des articles, même scientifiques, hein, qui disaient que non, mais faut pas prendre le train parce que non, mais t'imagines à la vitesse où ça va, ta peau elle va se décoller. C'est vraiment ça va être horrible. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. En fait, oui, de base, je pense qu'aussi il y a une peur de la nouveauté, peur aussi de plus avoir d'identité, tu vois. Le fait de se dire oh non, mais non, mais nous, la viande, tout ça, ça nous définit. On peut pas s'en passer parce que sinon, voilà. Tu vois, c'est le même. Tu vois, sur sur tous les phénomènes qui font changer la société, c'est-à-dire sur l'immigration, sur le féminisme, il y a toujours cette idée de perdre son identité, tu vois. Moi, je trouve que c'est de la connerie. Pour moi, je pense que tu construis ton identité au fur et à mesure et que de toute façon, l'identité d'un pays, c'est pas quelque chose de fixe, tu vois, c'est un truc changeant. Bon, voilà. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui se retrouve dans le discours de beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, elles ont un raisonnement qui leur est propre et sans être d'accord, voilà, moi je trouve, encore une fois je le dis, je trouve que c'est de la connerie. Bah je comprends le cheminement qui les amène à penser ça. Donc ouais, désolé Julien, moi je suis pas trop diplomate, voilà, j'ai une carence en bienveillance. En diplomatie et bienveillance, ouais. Et tout à l'heure, vous mentionniez le fait que vous étiez devenu vegan principalement par éthique. On a aussi parlé du fait qu'il y avait plusieurs facteurs, plusieurs raisons avec lesquelles on pouvait devenir vegan, anticapitaliste, pour le climat et tout et tout. Là, en termes d'éthique, en ce moment, en 2022, on en est où au niveau de la production de la viande? Est-ce qu'on on fait encore face à des barbaries? Alors en fait, le problème n'est pas vraiment sur est-ce qu'on a des abus ou des choses comme ça, c'est plutôt est-ce que le système continue à effectuer un génocide de masse d'animaux. Et là, oui, en fait, il peut pas y avoir d'abattoir éthique, il peut pas y avoir d'élevage éthique. À partir du moment où on exploite et on fait souffrir des êtres sentients, pour moi, c'est pas éthique. Et ça, c'est encore la situation actuelle. On a des lois qui passent petit à petit pour essayer de faire en sorte que les cages des poules passent de cette taille à cette taille. C'est vraiment une loi qui est passée. C'est vraiment l'opposition en fait entre les véganes welfaristes, ceux qui veulent améliorer petit à petit les conditions d'élevage, d'abattage, et les véganes abolitionnistes qui eux disent, eux disent non, il faudrait arrêter d'exploiter les animaux. En fait, on oppose très souvent le véganisme welfariste, donc c'est-à-dire qui tend à améliorer petit à petit les conditions éthiques des animaux et les conditions de vie du coup, et l'abolitionnisme qui veut arrêter tout d'un coup. En fait, les deux travaillent de concert, c'est-à-dire qu'il y en a l'abolitionniste qui donne une vision à long terme, c'est-à-dire abolir l'exploitation, et le welfariste qui essaye de faire en sorte que concrètement ça se mette en place. Et L214 par exemple est dans une logique welfariste, ils font du lobby pour passer des lois petit à petit, mais ils ont une idéologie on va dire abolitionniste en fond. Et donc pour répondre à ta question très concrètement de où on en est aujourd'hui de l'éthique, ben on fait des progrès très minimes d'un point de vue légal, c'est-à-dire les cages des poules qui passent de ça à ça. D'un point de vue welfariste, on fait des très petits pas en avant. Il y a des villes qui commencent à interdire par exemple les cirques avec des animaux sauvages. Il y a Dolce Gabbana qui veut arrêter d'utiliser de la fourrure, qui l'a annoncé récemment. Donc on a plein quand même d'avancées. Mais moi je trouve la plus grande avancée c'est sur la partie abolitionniste et l'idéologie. De plus en plus de monde sait ce que ça veut dire vegan, antispéciste, commence à en parler. On a plein d'études, plein de thèses sur la question du spécisme, de l'antispécisme. En fait, on avance plus vite, j'ai envie de dire, sur l'utopie que concrètement. Et ça, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'une fois que on sera tous d'accord sur l'utopie, eh ben, on fera avancer très vite le welfarisme, quoi. Enfin, les étapes intermédiaires. Alors, moi, je suis juste pas d'accord avec l'utilisation du terme génocide. Déjà, je pense que. Pourquoi ? Non, mais en vrai, déjà, je pense que pour certaines personnes, ça peut être limite, donc je pense qu'on. Pourquoi t'es pas d'accord ? Ça peut être intéressant. Alors, déjà parce que. Alors déjà, moi, je l'utilise pas par principe de précaution parce que j'ai pas envie que ce soit blessant pour des personnes qui viennent de populations effectivement concernées par des génocides. Et deuxièmement, le génocide, c'est en vue
de rendre difficile ou impossible la vie d'un groupe ethnique, national, ou je sais pas quoi. En fait, le but c'est vraiment d'anéantir, quoi. Ouais. Donc, ouais, mais oui, effectivement, on n'a pas volonté d'anéantir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas la volonté d'anéantir. C'est la procréation indéfinie, tu vois, pour un usage perpétuel, quoi. Bon, voilà, on cherche pas à qu'ils disparaissent. On cherche juste à qu'il y en ait toujours autant pour les manger. Oui, effectivement. Donc, voilà. On ne devrait pas dire génocide, on devrait dire tuerie de masse. Oui, voilà. Mais pour le reste, je suis d'accord. Hein. C'est vrai, il y a des avancées qui sont minimes. Je crois qu'à un moment donné, il était question de mettre des caméras dans les abattoirs pour vérifier que. C'est passé légalement. Ça y est, cette loi. Oui, oui. Mais en fait. Quand tu vois les sous-titres, c'est encore plus incroyable. C'est parce qu'en fait, ces caméras-là ne sont visionnables que par un mec qui est désigné par l'entreprise, par un truc comme ça. Enfin, t'es là en mode... par les vétérinaires en fait, qui passaient déjà et qui voyaient des lapins se chier dessus sur 5 rangées empilées et qui disaient ça passe. Ouais, donc c'est les mêmes mecs qui analysent les caméras. Donc c'est comme, imagine, c'est des anciens flics qui sont chargés de surveiller les flics. Imagine, tu vois, comme. Ce serait fou, des anciens présidents qui seraient chargés de surveiller les nouveaux présidents avec le Conseil constitutionnel. Oui, imagine le Conseil constitutionnel. Imagine ça existe le Conseil constitutionnel. Oh là, on serait dans la merde, hein, vraiment. Voilà, c'était le petit passage. Effectivement, là où l'avancée est le plus présente, c'est sur le côté des définitions, c'est la visibilité aujourd'hui. Le véganisme, voilà, les gens ils savent tous à peu près ce que c'est. Et effectivement, même toi tu l'as dit, ouais, allez, je pense on n'aura pas besoin de définir pour la vidéo. Tu vois, je pense que si tu avais fait cette interview il y a 2-3 ans, tu aurais quand même pris la peine de définir le véganisme avant, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est une victoire, mais c'est une petite victoire. Ouais. Et je pense que le plus gros est à venir, effectivement, et notamment L214, je l'ai compris, ils sont obligés de se donner une image welfariste, mais la fin est abolitionniste. D'ailleurs, L214, faut bien le rappeler, voilà, parce que toi, tu voulais savoir comment ça se passait chez les militants. L214, la plupart des autres assos militantes leur chient dessus. Alors moi, pour avoir fait des sittings avec avec 269 Live, qui est une asso d'ailleurs que je déteste, genre, je trouve que c'est des connards, mais en fait, non, mais en vrai, moi je m'en fous, de toute façon, je vous ai dit, pas de chill ce soir, je vois que le 214, dans le véganisme, ils sont loin de faire l'unanimité, justement parce que ils essayent de concilier le réel, c'est-à-dire des institutions qui sont pas prêtes de bouger avant je sais pas combien de temps, et avant un forcing de dizaines d'années, et puis leur volonté propre, qui est celle, à peu près toutes les personnes véganes antispécistes, c'est-à-dire l'abolitionnisme. Et si je peux rajouter un truc là-dessus avant de te laisser la parole, oui, bien Mathias, sûr, bien sûr. C'est de dire, en fait, dans chaque lutte politique, il faut toujours un groupe qui soit plus extrême et un groupe qui soit modéré. Ils partagent le même objectif final, mais dans leurs moyens et dans leur manière d'être, il y en a un qui doit être l'extrémiste et un le modéré. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à la population d'identifier ces deux groupes et de se dire oula, l'extrême c'est un peu beaucoup, mais le modéré c'est bien. Et en fait, si maintenant on enlève l'extrémiste, le modéré devient l'extrémiste et les gens ont peur du modéré parce que il est toujours l'extrême. Et ça s'appelle la fenêtre d'Overton, c'est de dire il faut qu'à un moment une idée soit extrémiste pour qu'après elle puisse devenir modérée. Et donc il faut toujours créer des groupes, on va dire, extrémistes dans le sens aller très loin dans la pensée. Parce que à un moment dans l'histoire, ils seront marginalisés, mais peut-être que plus tard, il y aura une autre idée qui va être plus extrême, et donc cette idée extrême, il y a peut-être 10 ans, va devenir modérée et va passer. Et L214, c'est vraiment ça la stratégie. Ils disent, on est des véganes modérés. Nous, on veut juste réduire la consommation de viande et améliorer les conditions de vie des animaux. Il y a 10 ans, c'était pas du tout audible. Mais maintenant, c'est audible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des groupes beaucoup plus vénères et donc ils disent non, L214, c'est bien. Et les militants ne comprennent pas tous ça. Et il y en a plein, ce que tu disais, Maxime, par exemple 269 Live qui vont cracher sur L214 en disant qu'ils vont pas assez loin, et L214 qui vont cracher sur 269 Live en disant qu'ils vont trop loin.
Et c'est pareil dans tous les groupes, les anarchistes, les communistes. Il y a toujours un moment, les militants ne comprennent pas que il faut une extrême et un modéré pour que ça marche ensemble. En fait, il faut une diversité des tactiques. Et une fois qu'on a compris ça, et bah ça marche très bien. Non, mais je suis complètement d'accord là-dessus. Moi, c'est pas l'extrémisme entre guillemets de 269 Live que je critique, c'est juste que voilà. Enfin, moi déjà les positions des personnes qui adhèrent, cette espèce de langage que je trouve totalement inapproprié, qui pourrait d'ailleurs être considéré comme insultant pour beaucoup d'autres personnes militantes dans des domaines autres, c'est-à-dire notamment des personnes qui vont évoluer dans le militantisme antiraciste. Tu as tout ce qui est, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, les comparaisons que moi je trouve un peu outrancières avec toutes ces idées d'esclavagisme, de génocide, tout ça. Je trouve que 269 Life en use et en abuse, et voilà, c'est tout. Moi, je trouve ça nul, en fait, ça me déplaît, quoi. Mais sur l'idée de l'extrémisme, je suis complètement d'accord. Moi, par exemple, Sea Shepherd, le fait de venir péter la gueule à des bateaux pour, tu vois, les empêcher de pêcher, bah ouais, carrément, tu vois. Là, tu te dis, oh putain, les vandales, putain, vas-y, en plus, nos honnêtes travailleurs pêcheurs, mais c'est incroyable. Enfin, tu vois, le mec, je crois, Paul Watson, je sais pas si c'est encore d'actualité, je crois qu'il est recherché dans je sais pas combien de pays, tu vois. Genre. Ce qui est très marrant sur Sea Shepherd, c'est qu'ils ont une stratégie qui est folle, c'est qu'ils disent pas, ils s'attaquent pas aux honnêtes pêcheurs justement, ils s'attaquent que aux pêcheurs qui font de la pêche illégale. Et donc ils ont le soutien de plein d'États, parce que voilà, c'est la stratégie de Sea Shepherd, c'est ça. Et donc tu as des États carrément qui embauchent Sea Shepherd pour venir arrêter les gens qui font de la pêche illégale. C'est souvent des pays d'Afrique qui n'ont pas une armée assez grande, et t'as Sea Shepherd qui dit non mais on envoie 3-4 bateaux, c'est plus que la flotte du pays, et ils jouent les gardes-côtes. Et donc c'est pour ça que Sea Shepherd est aussi adoré de plein de gens. Moi, il y a plein de gens que je connais pas vegan qui ont des sacs à dos Sea Shepherd et qui disent oh Sea Shepherd, j'aime bien l'idée et tout, parce qu'en fait ils ont pas cette image justement des agressifs, mais plutôt de non, on fait respecter la loi. Et alors qu'ils sont tous antispécistes, qui veulent abolir la pêche. Alors qu'en vrai, quelqu'un d'embauché par une organisation supérieure pour faire des trucs pas forcément légaux, on appelle ça un mercenaire, tu vois. Mais c'est des mercenaires, ils se considèrent comme pirates, mais en fait c'est des anti-pirates, ils sont mercenaires engagés par les États pour éviter la pêche illégale. Et vu que la pêche illégale c'est énormément de pêche, en fait c'est plus rentable de combattre la pêche illégale que de combattre la pêche classique, quoi. Et on a le soutien des États. Ben, par exemple, pour la baleine, tu vois, en fait, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, sur la pêche à la baleine, le Japon, en fait, fait des choses illégales d'un point de vue international. Donc, Sea Shepherd agit, et il agit en disant on respecte le droit international et on le fait appliquer. Mais le Japon, ils s'en battent les couilles du droit international, et donc, ils attaquent Sea Shepherd. Donc, tu vois, Sea Shepherd, là, ils font rien d'illégal au Japon en coulant des baleiniers. Enfin, c'est quand même illégal de les couler, hein, mais techniquement, ils protègent les baleines, et c'est le droit international. Mais le Japon, du coup, déteste, tu vois, et c'est pour ça que le Japon poursuit Sea Shepherd. Il y a des attentats qui passent un peu, enfin, tu vois, et tous les États supportent pas Sea Shepherd. Mais en Afrique, par exemple, les États supportent de ouf Sea Shepherd, parce qu'en fait, ça permet aux petits habitants, je sais pas, du Ghana par exemple, de pêcher, parce que Sea Shepherd protège la zone de pêche des grands géants européens qui font de la pêche illégale et qui pêchent genre 200 fois plus que les pêcheurs locaux, tu vois. Je trouve ça cool qu'on aborde l'aspect militant, parce que je voulais qu'on l'aborde juste après l'éthique. Il me reste 2 petites questions au niveau de l'éthique que j'aimerais vous poser. Non mais t'inquiète, hein, pas de souci. Moi je pense fondamentalement et sincèrement que tout le monde en fait se sent concerné par le bien-être animal, tu vois. Enfin, je connais personne qui sont à l'aise quand ils regardent des images d'abattoirs, ou qui, même quand ils savent que leur viande elle vient d'élevage intensif, ou pas très réglo, quoi, disons. Mais je me mets à la place de quelqu'un aussi qui est pas forcément très sensibilisé à toutes ces questions là d'élevage, comment ça fonctionne, même peut-être la culture et tout. Ces personnes-là peuvent se dire, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, aussi, hein, je suis là pour ça. Ces personnes peuvent se dire, ok, on tue des animaux, on peut les tuer très vite, on peut les tuer bien, et ils peuvent avoir une belle vie entre guillemets dans des prés. Enfin, on peut avoir une viande entre guillemets éthique. Qu'est-ce que vous pensez, les véganes, quand vous entendez ce genre de discours au niveau peut-être d'un élevage éthique, une viande éthique, une mort éthique? Est-ce que c'est acceptable même pour vous, cette question de mort éthique?
Effectivement, la mort éthique, Vas-y, ouais. ça peut aussi se réfléchir sur la question de l'euthanasie. L'euthanasie des êtres humains, c'est une forme de mort éthique. On n'a pas envie que on n'a pas envie que nos vieux meurent dans des conditions atroces, qu'ils souffrent. On veut qu'ils aient une mort où ils souffrent moins, et on trouve ça du coup éthique de moins les faire souffrir, donc de les euthanasier. Là, la mort peut être éthique parce qu'elle permet d'éviter une souffrance. Dans le cas de l'élevage, ça évite pas une souffrance en fait. L'élevage est une souffrance, les conditions d'abattage sont une souffrance, et à la limite on pourrait dire oh ils ont des conditions d'élevage qui les font souffrir, la mort peut être éthique parce qu'elle les enlève de cette souffrance. Mais en fait non, c'est nous qui les faisons souffrir, on leur prive de leur liberté, on les tue pour un besoin qui n'est plus vital aujourd'hui, qui est juste de la gourmandise, parce qu'on aime bien la viande. Et donc ça ne peut pas être éthique parce que ce n'est plus une question de survie, c'est une question d'envie. Et les animaux vivraient bien mieux si on les laissait vivre en liberté, plutôt que si on les exploitait et on les tuait. Même si on arrive à les tuer super rapidement sans les faire souffrir, il y a cette exploitation avant qui ne peut pas être éthique. De quel droit on prive la liberté et de quel droit on imagine tous les éleveurs qui disent mes vaches elles sont heureuses. Mais qu'est-ce qu'il en sait de ce que c'est une vache heureuse? Enfin, je veux dire, t'as déjà vu des D'ailleurs, vaches dans des prés, c'est pas forcément heureux. Enfin, tu vois, c'est. d'ailleurs, ça pour le coup, c'est alors on nous accuse d'anthropomorphisme parce qu'on donne de la sentience aux animaux, ce qui est factuellement vrai. Mais eux, ça leur pose pas de problème de faire de l'anthropocentrisme complètement en disant bon, je pense que la vache sent rien donc c'est bon. Tu vois, c'est leur feeling en fait, c'est exactement la même chose. Ou ce qu'il Ouais. disait Adrien, je pense que les animaux n'ont pas conscience de la mort, donc c'est pas grave. Alors qu'en fait, moi à Amsterdam, j'avais un cours justement d'ethnologie, et on regardait plein de documentaires animaliers, on lisait des études et tout ça, et on voyait genre toutes les semaines en cours des singes qui faisaient des enterrements de leurs proches, des vaches qui pleuraient, des gorilles qui en fait avaient adopté un chaton parce qu'il était tout seul et du coup ça leur faisait compagnie et ils le traitaient bien, ils le protégeaient. Donc en fait les animaux ont conscience des relations, de la mort, de la souffrance. Ah, Et je veux dire c'est fou même, de croire qu'ils n'ont pas conscience de ça quoi. non mais même, enfin, le mythe de l'animal machine, c'est un Oui, truc c'est qui a été, dépassé. enfin, c'est un truc qui a été dit par Descartes. Je veux dire, ça fait Mm. 4 siècles maintenant, ça fait longtemps que ça a été débunké parce que enfin, les études, enfin, tu penses bien que depuis le temps, on a pris le temps de faire des études neurologiques sur je sais pas combien de souris, des lapins, des cochons, tout ce que tu veux, qu'il y a des animaux qui ont conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire tu les mets devant un miroir, ils ont conscience que c'est eux en fait. T'as le fait que un cochon ce soit plus intelligent qu'un chien, en fait, voilà, tout simplement. Et puis même, voilà, parlons des animaux domestiques. Tu vois le lien qu'entretiennent les gens avec leur chien ou leur chat. Je veux dire, t'as des gens qui mangent de la viande, ils sont très bien capables de reconnaître que leur chien, ils ont une complicité avec, tu vois. Le chien il reconnaît son maître, si tu l'éloignes, bah, il pleure, tu vois. Ou, j'en sais... tu vois qu'un chien il pleure, tu vois. Je veux dire, Mm. je sais pas si pas vegan a des animaux ou pas chez lui. Je pense que oui. Il a dit qu'il était au contact d'animaux. Donc ça, normalement, bon, Mais j'aime pas, j'aime c'est pas pour ça parler qu'on des va dans ce absents, que mais tu disais, la dissonance cognitive. On a utilisé ce mot plein de fois là, dans les débats. C'est que les gens, en ouais. fait, factuellement savent que les animaux souffrent, savent que c'est pas bien de les faire souffrir, mais la viande, c'est pas pareil. C'est pas un animal, en fait. Ils font une dissociation entre oui, les animaux peuvent souffrir et oui, ils souffrent, et j'ai de la viande dans l'assiette. Et L214 arrive à faire ce magnifique travail de réassocier les deux, donc de faire que les gens ont moins de dissonance cognitive, mais c'est super compliqué à dépasser, cette étape psychologique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est le Oui, principe du référent absent. C'est-à-dire l'étape qu'on te montre pas, ça va être l'animal tué. Tu vois. Ça, c'est l'étape qu'on veut pas montrer parce que c'est pas beau, tu vois. Je veux dire, voilà, t'as envie de continuer à concilier ton plaisir de la viande avec le fait d'aimer les animaux. Et mm, tant que on te rappelle pas cette image d'animal qui se fait tuer, euh, pour que ça arrive dans ton assiette, tu peux vivre comme ça. Moi, je t'avoue, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. À un moment donné, je me disais, c'est vrai, il faudrait que je devienne vegan. Alors, je sais que ça marche pas sur tout le monde, mais à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est vrai, il faudrait que je devienne vegan. J'avais essayé de plus manger de viande pendant un certain temps, et comme pas vegan, tu vois, je me sentais pas bien. Genre, je me disais, ah, il manque quelque chose, machin. Mais en vrai, je sais aujourd'hui que c'était purement psychologique. C'est parce que, en fait,
bah quelque part j'avais quand même envie de continuer à manger de la viande et j'avais pas forcément envie d'arrêter. Et en fait, bah quand t'es frustré comme ça et que tu te prives de cette alimentation, bah c'est sûr que tu vas pas te sentir bien, tu vois. Je veux dire, lui, je sais pas comment il a fait pour faire ça pendant 6 mois en étant frustré, tu vois. Bah, je veux dire, n'importe qui pourrait déprimer. Mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais attends, le véganisme, bon, c'est pas un truc que je fais pour moi, je vais d'abord regarder. Je me suis infligé des vidéos d'abattoirs, en fait. Genre, mais tu sais, comme je t'ai dit, pas celle de L214, celle qu'il y avait avant sur Internet qui faisait Moi, pareil. des trucs qui faisaient 500 vues. 500 vues sur Internet. Je te jure, mec, des vidéos de cochons qui se faisaient découper, ça faisait 1500 vues. Tout le monde s'en battait les couilles en 2014-2015. Moi, j'ai regardé ça. Gros, j'ai chialé en vrai. En fait, je me suis dit, mais non, mais vas-y, putain, c'est pas possible. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais touché à un truc de barbac. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment donné, voilà, faut te rappeler pourquoi tu fais ça. Et en fait, moi, c'est parce que j'ai été mis devant le fait accompli, devant comment dire, devant la cause directe de mes choix alimentaires. Je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est pas ça que je cautionne, tu vois. Ça, tu vois, je me suis dit, bah oui, mais c'est c'est parce que moi, je continue d'acheter du saucisson et que ma demande, bah, elle provoque de plus en plus enfin, elle provoque de la production. Donc, Bah, tu vois, tu vois, moi c'était pareil. J'ai fait ça au début quand je suis devenu végétarien. J'arrêtais pour l'écologie, pour les autres, en fait, pour sauver la planète. Et c'était mais c'est pas super viable. difficile parce que Pas j'avais viable. pas une conviction profonde. Tu vois, je me disais, oh, Ah, c'est ça. si j'en mange une fois de temps en temps, c'est bon, la planète elle va pas mourir, tu vois. Donc c'était compliqué. Et à un moment, pareil que toi, j'ai regardé Cowspiracy, Earthlings et quelques documentaires où t'as vraiment des images très choquantes. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus manger de la viande, je vomis. Mais vraiment, genre c'est devenu un dégoût. Genre, j'ai l'impression de manger un cadavre, vraiment. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais manger de la viande. Pas parce que je suis intimement convaincu que c'est bien, mais parce que je me suis tellement montré la réalité crue en face des yeux que ça me dégoûte. Et aujourd'hui, je sais que même si j'arrête le combat écolo, que je suis épuisé, que machin, en fait, je me force même pas à être vegan. C'est devenu logique. Je ne veux pas tuer. Ouais. Il y a des choses très bonnes à manger en étant vegan. Mes potes sont tous véganes, donc tu vois, ça aide. Forcément, je vois pas quelqu'un manger de la viande tous les jours à côté de moi. Enfin, même si là, je suis chez mes parents et ils mangent de la viande. Mais j'ai abandonné avec eux, tu vois. Vaut Mais mieux, je vaut sais, tu vois, mieux. au fond de moi, que je me force pas à être vegan, que je le suis parce que c'est devenu logique. Et c'est pas vegan, il disait, il y a plein de gens qui souffrent parce qu'ils s'obligent à être vegan et ils arrivent pas, et je le comprends. Et c'est pour ça, en tant que vegan, en tant que militant vegan, notre objectif, c'est pas de forcer les gens à le devenir, parce que forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est la pire manière. Il faut réussir à convaincre les gens de le devenir. Et là, c'est là où tu gagnes. Les nazis, ils ont pas forcé les gens à Non, devenir nazis. on parle pas de nazi. Non, mais si, c'est important, c'est que c'est- les nazis, ils ont pas forcé les gens à devenir nazis, ils les ont convaincus. À la fin, quand ils ont dû les forcer, parce qu'ils étaient plus convaincus, c'est là où ils ont perdu. Parce que forcer les gens, ça marche pas. Il faut les convaincre. Et les véganes, c'est comme les nazis. Non, c'est voilà où je veux venir. Ça dérape, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah putain, bon, alors. Non, mais Je juste pour préfère- terminer, juste une phrase, c'était de dire on peut pas obliger les gens, ça ne marche pas. On peut pas les contraindre par la force, il faut les convaincre. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Les véganes ne veulent pas t'imposer un truc, ils veulent essayer de convaincre un maximum de gens pour en faire souffrir le moins. Voilà. Ok, moi, dictature, bas les couilles. Je m'en bats les couilles. La Je sais- dictature, ça marche pas. Hein. Non, moi, despote éclairé, moi. Véganisme pour tout le monde, mais obligatoire. J'y ai réfléchi en à fait, ça, hein, franchement, et ça marche pas, ouais. ça va. Alors, je l'ai fait avec 100 000 personnes. Oh, en vrai, la question de savoir, de toute façon, la question de savoir si c'est obligé ou pas, tu vois, elle est caduque parce que, tu vois, là, en ce moment, le débat de savoir s'il faut obliger à faire quelque chose aux gens, est-ce que c'est plus éthique? Bah, tu vois, elle est sur toutes les langues aujourd'hui, avec le vaccin, tu vois. C'est-à-dire, ah non, mais non, il faut convaincre les gens, il faut pas les abuser, machin. Bah ouais, mais bon, tu vois, d'un côté, t'en as qui, enfin, comment dire, la plupart des gens s'accordent quand même à dire que
si on veut que le virus ait quand même moins de chances de survivre dans le temps, il faut que une grosse majorité des gens soient vaccinés. Si tu commences à laisser 40-50% des gens prendre le temps, pas forcément le faire, et puis tu vois, bah il y a direct un débat éthique qui va se poser, en fait. C'est pour ça que tu fais des lois. C'est pour ça que tu fais des lois, mais il faut pas y aller trop vite parce que les gens vont avoir peur et vont rentrer en résistance. Tu vois, pas vegan, il a l'impression d'être résistant parce que il a l'impression que le changement va aller trop vite. Tu vois, et donc il devient résistant de l'idée majoritaire et il se rend même pas compte que c'est pas logique. À sa place, je me ferais pas trop de soucis. Après, oui, le fait de pas faire des lois trop restrictives pour pas faire peur aux gens, etc. Ça, voilà, c'est des enjeux de l'ordre social, géopolitique. Moi, j'ai pas de connaissances là-dessus. Je dis juste que entre l'un qui veut faire des lois pour vraiment encadrer le truc, obliger le plus de gens, bon, là j'ai donné l'exemple du vaccin, mais par exemple obliger le plus de gens à se vacciner pour que justement le virus n'ait pas le temps de faire une autre mutation et du coup puisse mourir plus vite, tu vois. Bon, je sais pas exactement comment ça peut se passer, mais de ce que je comprends c'est ça. Et de l'autre côté, des gens qui disent non mais liberté d'expression, machin, et je suis d'accord sur le principe, mais bon, on laisse les gens prendre le temps. Oui, mais on n'a pas le temps, tu vois. Donc entre l'un et l'autre, tu vois, dire qu'il y en a un qui est forcément mieux que l'autre, bon, j'irais pas à dire jusque-là, tu vois. Pour le véganisme, alors, je dirais que c'est pareil, parce que, bon, c'est vrai que quelque part, il y a déjà une urgence éthique. On rappelle quand même que le nombre d'animaux tués pour qu'on puisse manger avec la pêche, c'est plus de 1000 milliards, avec tous les animaux du vivant qui meurent du fait des conditions... 1000 milliards par an, 1000 milliards, imaginez-vous quoi. Alors 1000 milliards par an consommés, mais si on additionne aussi la masse du vivant qui est affectée et qui meurt du fait de l'élevage, je crois qu'on a le double. Je veux pas trop m'avancer, mais je crois qu'on n'est pas loin du double. Bon, après voilà, les gens ont du mal à s'imaginer 1000 milliards, mais tu prends une boîte de sardines, il y en a 50, ça fait 50 vies dans une petite boîte, tu vois. Donc en vrai ça va vite, hein. Non, en vrai ça va très vite. Donc il y a une urgence éthique dans le sens où il y a des milliers de milliards d'animaux qui meurent, et il y a aussi une urgence écologique, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui moi personnellement m'atteignait moins quand j'ai commencé à être vegan. Maintenant j'y suis de plus en plus sensible parce qu'en plus avec tous les rapports que tu te prends dans la gueule tout le temps, le rapport du GIEC, Greenpeace, machin, même Greenpeace avant qui était pour l'élevage, ils sont de plus en plus en train de faire marche arrière, ils sont en train de dire oui alors la viande mais raisonnez quand même, hein. Puis, tu vois, je veux dire, tu sens quand même, voilà. Et puis à un moment donné, t'es là, tu vois que dans 30 ans, t'es pas sûr de si tu vas continuer à bien vivre, ou même si tu vas continuer à vivre, en fait. T'es même pas certain de ta survie. Donc, il y a quand même des urgences qui se posent, tu vois, et comme, je sais plus, tu l'as dit tout à l'heure, Julien, l'élevage, c'est 18% des gaz à effet de serre. Donc c'est quand même un truc important. Et puis même, comme il y a plein d'importations, on oublie encore les transports. Voilà, je pense que je sais pas si c'est compté dans l'élevage, hein. Mais voilà, il y a encore toutes ces problématiques-là qui sont pas prises en compte. Et bon, forcément, faut agir maintenant, quoi. Voilà. Et tu peux pas dire aux gens, prenez votre temps, ça va. Genre, dans 30 ans, il y a tout le monde qui dit qu'on va crever, tu vois. Donc bon, moi j'aimerais bien que les gens ils se maillent un peu le cul, c'est pas ce que je veux dire. Ah mais c'est juste pour conclure là-dessus, c'est que il faut faire attention parce que le despote éclairé n'est jamais éclairé en fait. Il est despote avant tout, oui, et il fera pas forcément les bons choix. Et surtout, voilà. Et surtout, c'est sur le. En fait, à court terme, ça peut marcher, par exemple, d'obliger les gens à se faire vacciner. Mais sur le moyen et long terme, les gens perdent confiance du coup dans l'État, perdent confiance dans la question du vaccin parce qu'on les a obligés à faire un truc. Ils n'ont pas été convaincus, ils ont été obligés et c'est atroce. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il y a une épidémie, les gens vont être encore plus réticents au vaccin parce qu'on les a obligés, on les a pas convaincus. Pour la viande, c'est pareil. Si on les oblige demain à arrêter, qui te dit que dans 15 ans, ils vont pas recommencer à manger de la viande une fois qu'ils auront fait tomber le despote. Donc il faut penser toujours long terme. Même s'il y a une urgence, il faut penser quand même long terme.
Ouais. Et puis surtout, on peut quand même obliger les gens sans les obliger directement. Ça, c'est le côté un peu fourbe, mais voilà. C'est-à-dire que plutôt que de faire des lois où on dit les gens ont plus le droit de manger de la viande, on peut dire l'État arrête de subventionner l'industrie de la viande. Du coup, d'un coup, la viande devient beaucoup plus chère et les produits véganes deviennent compétitifs. On peut dire on subventionne tout ce qui est bio plutôt que de subventionner l'agriculture classique. Donc le bio devient moins cher que le classique. Là, c'est pas obliger les gens à faire des choses, c'est changer les institutions et rendre des choses plus difficiles ou des choses plus faciles pour que les gens changent. Et du coup, ils changent plus parce qu'on les a obligés, ils changent parce qu'ils s'adaptent. Et c'est ce qui a été fait avec le vaccin, on les a pas obligés à se vacciner, on a rendu leur vie plus difficile sans le vaccin qu'avec, tu vois. On fait déjà cette stratégie. Là, c'était très mal fait, c'était très grossier. Mais juste, par exemple, les subventions, pour terminer, les subventions, si on arrête de les donner à l'élevage intensif et à l'élevage en général, à l'industrie de la viande, si on arrête de les subventionner, la viande, elle est 4 ou 5 fois plus chère, quoi. Et si on prend ces subventions et qu'on les donne aux produits véganes, les produits véganes valent plus rien, parce que forcément, ça coûte moins cher de produire du tofu que de produire un steak, quoi. Et donc voilà, ça, on peut le faire assez facilement, j'ai envie de dire, sans contraindre personne, et ça marcherait sur le long terme, ça. D'ailleurs, on n'en a pas assez parlé, mais il me semble que le marché de la viande des produits laitiers est complètement sous perfusion de l'État. Hein. Moi, j'ai jamais vu un agriculteur me dire que sa situation était avantageuse, quoi. Ou un éleveur. Moi d'ailleurs, qui ai vécu à côté de familles d'éleveurs, chaque fois les mecs ils disent bah oui, c'est de la merde, quoi. Hein. Je veux dire, Et ils vivent que des subventions. Ils savent que pour tant de litres de lait, ils ont tant de subventions. Donc ils essayent de vivre à moitié de la production, à moitié de la subvention. Et en fait, c'est pas tenable, hein. Tout est en crise. Hein. C'est pour ça que du coup, je crois que c'est la PAC, c'est justement ça qui fait qu'il y a des millions de litres de lait ou de trucs comme ça qui sont jetés. C'est pour justement pouvoir faire un équilibre entre. Bon, après, voilà, moi, c'est des questions que je connais pas trop. On pourrait effectivement faire la critique du gouvernement, ça me ferait extrêmement plaisir, mais c'est pas le sujet. Je pense qu'effectivement, le gouvernement a extrêmement mal géré la crise Covid et que s'il gère le véganisme comme il gère le Covid, c'est sûr qu'il y aura des retombées sociales désastreuses. Du coup, effectivement, il y a beaucoup d'autres moyens qui peuvent être mis en œuvre. Déjà, tout simplement, une vraie éducation nutritionnelle, comme on disait tout à l'heure, et pas juste, oui, alors, manger équilibré. Tu vois, alors, tu sais, convaincre plutôt que de forcer, ouais. Ouais, ou alors une pyramide nutritionnelle toute pétée avec des trucs, tu vois, qui datent d'il y a 50 ans. Moi, en vrai, quand je regardais mes cours de SVT, alors, ça a évolué maintenant. Il me semble qu'on parle de végétarisme. Alors, c'est encore léger, mais il me semble qu'on parle de régime végétarien dans les bouquins de SVT du collège et du lycée. Mais à mon époque, c'était... Alors, pourtant, je suis pas super vieux. Hein, alors, je suis le deuxième plus vieux derrière pas vegan. Mais voilà, je veux dire, je me rappelle déjà qu'au collège, c'était pas il y a si longtemps que ça, j'ai envie de dire, bon allez, peut-être 15-16 ans, un régime végétarien, vegan, dans les cours de SVT, niet, quoi. Tu vois, donc c'est vrai qu'à un moment donné, si tu ne fais même pas envisager cette possibilité à des enfants, quand ils vont devenir adultes, ils vont dire, bah non, il faut manger de la viande, il faut machin. Tu vois, moi-même, j'étais là en mode, mais attends, mais j'ai appris à l'école que, bah oui, mais il fallait de la viande pour les protéines. On sait très bien que c'est pas vrai. Donc, il faut d'abord éduquer les gens sur le fait que c'est possible, débunker tous ces mythes. Moi, je me rappelle, même quand j'étais gamin, j'avais un Science et Vie Junior. Même, tu vois, Science et Vie. Le magazine s'intéresse à la science, quoi, tu vois. Les mecs, ils disaient, alors végétarien c'est bien, mais attention, vegan, non, ça provoque des grosses carences, parce que bon, vous avez pas mangé que des pâtes, quand même. Wow. Après, je me suis renseigné, parce qu'en TV, c'est des journalistes qui ont absolument aucune formation scientifique, donc genre, c'est bon. Voilà, faut, tu vois, à un moment donné. Mais, tu vois, je veux dire, moi, gamin, c'était des trucs que je considérais comme des institutions. Tu vois, t'achètes un bouquin, Science et Vie, t'as 12 ans, tu regardes, tu dis, forcément, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai. Donc voilà, les gens, ce qu'ils apprennent à l'école, ils ont pas envie de le remettre en question. Tu vas remettre en question ta prof de 40 balais, toi t'en as 12. C'est ridicule, tu vois.
c'est ridicule. T'as pas les moyens de te défendre face à ça. Donc, oui, commencer déjà à éduquer les enfants sur la nutrition, leur donner quelque chose de juste et pas juste un truc que tu balances comme ça entre la poire et le fromage vegan, juste par accessoire, parce que vraiment, la nutrition, pour moi, ça devrait être central, ça devrait être une matière à part entière, en fait. C'est pas juste une petite rubrique dans un coin d'une page de ton bouquin de SVT, quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avant de passer à l'aspect militant du véganisme, j'ai une dernière question à vous poser au niveau de l'éthique. Il y a un argument que j'aime bien chez les véganes qui dit qu'on a un certain niveau de conscience qui implique une sorte de devoir de responsabilité sur les autres vivants. En fait, du fait qu'on est conscient de tout ce qui se passe, on a un devoir de responsabilité sur le vivant et du coup sur les élevages et sur les animaux qu'on élève et tout et tout. Et en ce moment sur YouTube, c'est un peu à la mode d'invoquer la philo et Nietzsche à tout va, et on targue souvent les véganes d'être des moralistes en fait, de faire preuve de moraline. Mais est-ce que justement on se doit pas d'avoir une éthique, et est-ce qu'on se doit pas de faire de l'éthique et de la morale justement? C'est un peu divisé dans la communauté végane, c'est-à-dire que tu as les véganes qui vont dire non, il faut surtout pas toucher au vivant, le vivant est sacré, c'est la nature, elle s'autogère, nous on est à part et nous notre seul devoir c'est de pas faire souffrir la nature. Mais il faut pas qu'on ingère dans les affaires de la nature. C'est la position un peu, euh, je dirais, autonome, où voilà, nous on est en dehors de la nature, on la fait pas souffrir, mais on la touche pas. Et t'as l'autre version des véganes, qui sont les véganes utilitaristes, qui eux veulent, pareil, ne pas faire souffrir la nature, mais se considèrent comme faisant partie de la nature, donc ayant un droit d'ingérence. Et là, ça va être les véganes qui, par exemple, vont dire eh ben, il faut qu'il y ait moins de chats dans les grandes villes, parce que les chats dans les grandes villes tuent toute la biodiversité. Donc ils font de l'ingérence dans la nature de la métropole en disant on va réguler les populations de chats pour laisser la possibilité à d'autres espèces sauvages de vivre. Pareil, ils vont faire de l'ingérence dans le nombre de rats qu'il y aura dans les villes. En fait, je dis des véganes, mais c'est pas que des véganes qui font ça. Hein. Les mairies de Lyon et Villeurbanne, par exemple, toutes les mairies en fait de France font ce travail de stériliser les chats, contrôler la population de rats, etc. Parce que ça crée des gros problèmes écologiques. Mais tu as des véganes qui vont plus loin encore et qui disent, dans la même logique, si on avait la capacité de faire en sorte que les lions arrêtent de manger la gazelle, il faudrait qu'on le fasse. C'est bien la question, c'est si on avait la capacité de le faire, sans détruire tout l'écosystème. Si on pouvait le faire, il faudrait le faire parce qu'on n'est pas extérieur à la nature, on est dans la nature et on a le droit d'ingérer dans la nature parce que on en fait partie en fait. C'est nos voisins, les lions, les gazelles, donc on a très bien le droit de dire ne vous battez pas, on va trouver une autre solution. Tiens, des croquettes, toi fais autre chose. Le problème étant que notre ingérence pourrait créer plus de souffrance. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Mais voilà, c'est un débat ça qui est très long. Je voulais justement donner cet exemple. Alors, je me rappelle plus de l'organisme qui fait ça. C'est le MROAS. Je sais plus. Le VRAS. Ouais, c'est le ROAS. Ouais, ROAS, R-W-A-S, Reduce Wild Animal Suffering. Voilà, exactement. Alors voilà, c'est eux qui disent alors oui, d'accord, le lion il mange la gazelle, mais bon, si on pouvait faire autrement, vous seriez pas d'accord pour qu'on le fasse autrement, justement? En fait, c'est un peu la position de départ. C'est vrai que c'est un peu le point où là, il y a pas mal de véganes qui commencent à décrocher parce que, enfin, je veux dire, pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études pour savoir que c'est pas faisable en fait. Enfin, ou alors très difficilement, ou alors il y a un génie qui sait comment faire. Mais alors moi, non, mais tu vois, c'est possible sur les chats, par exemple, les chats dans les villes. Tu vois, le problème des lions, c'est un peu trop loin et on comprend pas tout. Mais le problème de prendre des chats, réduire le nombre de chats en ville ou leur donner des croquettes ou des choses comme ça, pour qu'ils arrêtent de buter tous les animaux et toute la faune sauvage des villes. Tu vois, ça c'est plus concret. Mais alors là, par exemple, il y a un truc qui se fait déjà sur les chats et que même tous les véganes, même ceux qui n'ont jamais adhéré aux idées du roi, se font, c'est de les castrer en fait. C'est la stérilisation, ouais. Ouais, la stérilisation. Et c'est du roi. Voilà. Ouais, mais c'est aussi comment dire, c'est aussi le fait de concilier, comment dire, c'est le fait d'essayer au final
c'est quand même une démarche végane, j'ai envie de dire globale, parce que il y a tout un raisonnement derrière la stérilisation. Alors je crois que c'est Florence Delry qui a fait des fiches là-dessus. Elle est super cultivée. Franchement, je m'en veux d'être là aujourd'hui, ce soir, à sa place, parce que elle t'aurait plié la question en 6 en 30 secondes. Mais alors, moi, le truc que je sais, c'est qu'on stérilise les chats déjà pour qu'ils évitent de faire des enfants qui pourraient être, je sais pas, jetés dans des égouts, je ne sais quoi. Tu sais, parce que tu peux faire des chats, mais les chats, ils peuvent accoucher n'importe où, en fait. Et si t'es pas là pour contrôler les trucs, ils peuvent être mis à la rue parce que, je sais pas, tu vois, la mère, elle peut pas s'occuper de 6 gosses toute seule dans la rue. Elle est obligée de revenir, tu vois, bon, bah, soit chez son maître ou soit ailleurs, quoi. Elle est obligée de se déplacer. Et dans une ville, bon, tu peux pas toujours forcément nourrir 6 petits chatons par toi-même quand t'es une maman chat. Mais du coup, il y a ça, puis il y a aussi le fait que, par exemple, tu peux très facilement choper des infections, ou même quand t'es en période de rut, oui, voilà, tu vois, ça peut arriver que, je sais pas, il y a des... oui, ton chat, il peut avoir des IST, il peut mourir de certaines maladies, d'ailleurs, en ayant des relations sexuelles avec d'autres chats, il peut avoir plein d'autres problèmes, effectivement. Après, comme tu disais, leur donner des croquettes aussi, ça, per- ça peut permettre de faire en sorte qu'ils tuent moins, mais le problème, c'est que les chats, ils tuent, mais pas forcément pour se nourrir. Ils Ouais. tuent aussi pour des raisons qui sont totalement... ils tuent pour le jeu, en fait. Donc, c'est un peu des connards, les chats, c'est pour ça que j'aime Ouais, pas les ouais. chats. Non, mais, bon, bref, non, mais, voilà. Mais du coup, Moi, tu pour revenir sur la question de base de est-ce que les véganes voudraient imposer leur morale à tous les autres humains et non humains, j'ai envie de dire ça dépend des véganes. T'en as qui vont dire voilà vraiment non non notre morale c'est que individuel ou au moins les êtres humains devraient arrêter de tuer, mais les autres ils font ce qu'ils veulent, les autres êtres sentients. Et t'as les véganes utilitaristes qui vont dire bah non tous les êtres sentients ne devrait pas souffrir et donc il faut qu'on fasse de l'ingérence. Mais c'est, les rois, tu vois, c'est un mouvement très, très mécompris, très nouveau. ouais, Et même moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans, j'étais choqué. Et aujourd'hui, ça coule de sens pour moi, mais je sais que tout le monde va être choqué. C'est pour ça que l'exemple des ouais, chats est beaucoup plus simple à comprendre que l'exemple des lions et de la gazelle, quoi. oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, voilà, moi, je me rappelle des fiches de Florence Delry ou même de personnes qui étaient véganes, sans même parler du roi, sur la stérilisation des chats, pourquoi il fallait le faire. Et c'était des arguments qui, je trouvais complètement compatibles avec le véganisme tel que moi je l'ai connu au Oui. début, et pas forcément avec le roi. Enfin, pour moi, le roi, c'est vraiment genre la généralisation à plein d'autres choses. Pour moi, l'exemple des chats, c'est un truc qui est compatible à la fois avec une idéologie végane qui va pas forcément avec le roi, et le roi. Mais alors, effectivement, le roi va beaucoup plus loin sur des terrains que. Alors, moi, je suis pas contre dans l'idée. C'est juste que, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, ça paraît tellement infaisable qu'en fait, la question, elle se pose même pas. Genre, déjà, faisons en sorte que les gens aient un regard sur le véganisme et déjà soient d'accord avec le principe du véganisme et même l'appliquent. Déjà, voilà, on est déjà à fond concentré là-dessus. C'est très bien qu'il y ait des gens qui pensent aller plus loin, comme tu disais tout à l'heure, ouvrir la fenêtre d'Overton. Mais en l'état des choses aujourd'hui, c'est la question de la faisabilité, elle se pose même pas encore, quoi. C'est ça. Ouais. Pour l'instant, c'est de la théorie, quoi. Ouais, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est que c'est une idée très, 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 très nouvelle. Et donc, effectivement, même les militants véganes savent qu'il faut pas en parler à n'importe qui parce que, parce Ah, que, je suis parce parti que, pour un con, ouais. parce que ça va très, très loin. Et voilà. Et donc, on en parle souvent entre véganes et on sait que ça arrivera peut-être dans 20 ans cette question. Mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait que ça n'a pas d'application concrète aujourd'hui, puisque en Ouais. fait, si ce que je disais avec les chats, avec le contrôle des rats dans les villes, avec le contrôle des sangliers dans les champs, genre on se dit est-ce qu'on bute tous les sangliers ou est-ce qu'on contrôle leur population sans les faire souffrir, tu vois, on se pose quand même la question de notre relation aux animaux sauvages et de comment les animaux C'est vrai. sauvages souffrent ou pas.
Mais ça, on se l'a posé avant le roi, c'est ça que je veux dire. Oui, en fait, c'est Croix, ça paraît genre un truc fou, mais en fait, c'est un truc qu'on faisait déjà et qu'on a juste mis un nom dessus. Enfin, en fait, les chasseurs, c'est des membres du roi. C'est ça, ils doivent tuer le loup. Mais est-ce que intrinsèquement notre niveau de conscience il a vraiment un réel impact sur l'élevage? Est-ce que le fait qu'on ait un niveau de conscience vraiment élevé par rapport aux animaux, est-ce que c'est un véritable argument pour qu'on arrête d'en élever et qu'on arrête d'en consommer? Moi, je peux apporter un début de réponse. Là, si tu veux, alors toi, tu parles vraiment juste sur un domaine éthique. On laisse tomber l'écologie, tout ça. Éthique, alimentaire, vraiment la souffrance, tout ça. Ouais. Alors, en admettant que écologiquement c'est pas mieux, en admettant quoi, en admettant tous les bienfaits qu'on a montré tout à l'heure et qu'on a sourcé, en admettant que tout ça n'existe pas, on s'intéresse qu'à la question éthique. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont, en général, c'est l'argument refuge, on va dire. C'est-à-dire qu'on part du principe que comme la morale c'est subjectif, bon, bah, c'est bon, on fait ce qu'on veut, c'est pas bouffer de la viande. Enfin, tu vois, bon, je caricature évidemment. Mais en gros, le, le point d'appui des gens qui sont pas véganes et qui vont appuyer sur cette idée, c'est que la morale, voilà, tout ce qui est moraline, tu l'as dit toi-même, c'est subjectif. Donc à partir de là, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Bon, d'accord, il y a des gens qui pensent ça. Moi, je préfère m'intéresser à des positions de personnes qui font de l'éthicologie, qui se penchent qui sont penchées depuis très longtemps sur la question, qui ont fait des études sur la question. Bon, voilà, enfin après, j'essaye de m'intéresser à des gens qui ont vraiment approfondi la question de l'éthique, plutôt que des gens qui disent oui, bah de toute façon la morale c'est subjectif, fait ce qu'on veut. Et en fait, il en découle que bah, Martin Gibert, le mec dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est justement un éthicologue. Et même lui, qui connaît d'ailleurs très très bien les différents courants d'éthique, d'ailleurs je pense que ce serait peut-être intéressant que tu l'invites, pas forcément pour parler véganisme, mais éthique, Mathias, parce que c'est quand même quelqu'un de super intéressant. Et en fait, même lui qui reconnaît que ben, dans la notion d'éthique, dans l'apprentissage de l'éthique, il y a plusieurs courants éthiques. Il y a l'éthique de la vertu, c'est-à-dire ben, donner une valeur morale aux personnes en fonction des qualités qu'elles ont, genre l'honnêteté, la sympathie, tu vois, tous ces trucs-là. Il y a d'autres courants qui s'y opposent. Alors, j'ai pas les connaissances suffisantes pour te dire en quoi précisément ça s'oppose. Je sais juste que c'est des courants qui sont divergents. Il y a le déontologisme. Donc ça, c'est le jugement d'un acte selon sa conformité à certains devoirs. C'est-à-dire, voilà, alors t'as fait ça, ok, mais pour que ce soit éthique, tu vois, faut que ce soit bien conforme. Faut que, voilà, tu vois, le devoir de, je sais pas, par exemple, le devoir de fidélité, ces choses-là, tu vois, voilà, si tu as le devoir de fidélité et que tous tes actes sont conformes à ce devoir-là, bon bah, voilà, c'est jugé éthiquement moral. Et puis après, tu as le conséquentialisme, donc ce dont on parlait avec Pavegan, qui lui, bon bah, prône, on va dire une éthique utilitariste. Donc le conséquentialisme, c'est le jugement d'un acte selon le résultat de tes actions. C'est-à-dire, oui, ok, alors j'ai menti, j'ai buté plein de gens, voilà, j'ai chié dans le biberon de mon gosse, mais à la fin, j'ai sauvé quand même plus de personnes que j'en ai buté. Donc, mon acte est... Bon, je te donne un exemple, tu vois, banal, mais... Ouais, bien sûr, ouais. Pas banal, extrême. Banal, hein, chier dans le truc de son gosse, c'est banal, quoi. Banal. Non, mais en gros, par exemple, mentir pour qu'une personne se sente bien après, souffre moins, tu vois, et trouver que c'est bien, trouver que ça c'est bien, c'est clairement du conséquentialisme, tu vois. Voilà, voilà. Donc, voilà, Martin Gibert, donc toute cette grosse parenthèse pour dire qu'il y a plusieurs courants éthiques, et en fait, Martin Gibert, qui lui a étudié bon, bah, profondément les courants d'éthique, lui dit que même avec tous ces courants qui divergent, on est tous d'accord sur un point, c'est que causer une souffrance qui n'est pas nécessaire à des animaux, ben
tu vois, ça devrait pas se faire en fait. C'est-à-dire que tous ces courants éthiques-là, ils sont d'accord sur la même conclusion. Alors moi, je veux bien que la morale, ce soit subjectif, machin, mais enfin, d'un autre côté, je regarde aussi les institutions de gens qui ont vraiment pensé l'éthique, qui ont pensé les notions de morale dans notre société, et bah, ils sont pas d'accord, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Après, bon, je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables d'étayer des positions contraires sur la morale, mais moi, j'ai plus tendance à croire des personnes qui se sont penchées vraiment dessus depuis très longtemps Ouais. et qui considèrent vraiment l'éthique, qui approchent vraiment l'éthique comme une science, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont étudier cette question-là et pas la balayer d'un revers de main en mode ah bah c'est bon, on fait ce qu'on veut, tu vois. Bah, Voilà, c'est tout. Julien? en parallèle de ces spécialistes, en fait, il suffit que tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu penses que c'est éthique de faire souffrir quelqu'un s'il n'y a pas de, s'il y a pas de nécessité de le faire? Personne te dit oui. Et c'est ce que je disais Oui, dans les voilà. cubes Anonymous, quand on parle aux passants et qu'on leur demande vous êtes vegan, ils nous disent non. On dit est-ce que vous êtes d'accord que les animaux souffrent? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que vous n'avez pas besoin de viande pour vivre? Oui. Bah donc, est-ce que c'est éthique de continuer à tuer des animaux si vous en avez pas besoin? Et là, généralement, ils vont te dire si c'est parce que j'aime bien la viande. Et je vais dire mais c'est un besoin ou c'est une envie? C'est une envie. Et donc, est-ce que votre envie est plus forte que la vie de quelqu'un? Et dans 100% des cas, les gens disent bah non, c'est pas éthique. Et là, ils arrivent sur la phase 2, mais c'est compliqué. Et c'est ce que je disais avant avec Pas Vegan, c'est que j'ai vu cette transformation sur les 3 4 années. Les gens sont passés de si, il faut tuer, à Mmh. ok, c'est pas éthique, mais c'est difficile d'être Bien éthique. sûr. Et, Bien et sûr. ça, c'est un grand win, Mm, quoi. mm. Bien sûr, mais là, effectivement, tu parles de la majorité des personnes. Moi, je rebondissais juste à ce qu'avait dit Mathias tout à l'heure, parce que Mathias, tu avais évoqué Nietzsche. Tu disais que les gens qui argumentaient contre le véganisme sur YouTube, machin, ils citaient souvent ça. Donc, moi, si tu veux, je pense pas. Je pense que ces gens qui argumentent, c'est justement des personnes qui ont. C'est justement des personnes qui font partie de la minorité qui n'est pas sensible qui n'est pas sensible à l'argument que ben Julien tu viens de donner. C'est-à-dire le fait que est-ce que votre envie est supérieure ou inférieure au bien-être animal. Et je pense que ces gens-là, ils ont réfléchi à la question et ils se disent bah ouais, mon envie elle est supérieure, je m'en bats les couilles, tu vois. Et en fait, voilà, moi c'est pour ça que j'ai étayé assez longtemps sur une question qui paraissait évidente que Julien a complètement résumé et qui je pense marche pour allez, je vais pas dire 95% de la population, j'ai pas envie de dire à la louche, mais je pense que la majorité de la population est sensible à la question de l'éthique et aurait du mal à défendre sa simple envie devant bah, une exploitation de masse d'animaux. Mais le truc, c'est que voilà, il y a des gens qui pensent autour de cette question, qui ont réfléchi, qui disent bah ouais, bah écoute, mon envie, elle est supérieure et je m'en fous. Et justement, ces gens-là, bon bah, pour moi, c'est des gens qui considèrent du coup que la morale, c'est complètement subjectif, mais qui Mhm. en, mais qui en plus l'ont théorisé, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, j'ai étayé pendant je sais pas combien de temps pour te retourner l'argument, pour te dire, ouais, mais il y a des gens qui sont professeurs en éthicologie, il y a des gens qui étudient l'éthique, comment ça s'articule dans nos sociétés, et enfin toutes ces questions de morale. Il y a même plusieurs courants de l'éthique qui sont pas d'accord entre eux, tout ça, mais pourtant ils sont tous d'accord sur cette même question. Et même pour la plupart des éthicologues, savoir si il faut manger de la viande. Alors je crois que c'est. Bon, pareil, je vais encore citer Martin Gibert, mais une autre conférence qu'il avait fait, que j'ai trouvé très intéressante, qui est sur YouTube d'ailleurs, qui est disponible, elle dure 50 minutes, donc si vous tapez Martin Gibert, voir son steak comme un animal mort, ça c'est le titre de son livre, je pense que vous allez le trouver. Et en gros, il explique lui-même que dans son entourage d'éthicologues, tu vois, la question de savoir si manger de la viande c'est éthique, elle se pose même plus. Parce que pour tous ces gens-là, c'est évident que non. Donc voilà, c'est pour ça, moi je te dis, je préfère croire des gens comme ça plutôt que des gens qui n'ont pas forcément étudié les questions d'éthique, qui viennent me dire que la morale c'est subjectif. Je te cite Nietzsche, ouais machin. Ok, moi je t'avoue, bon, Nietzsche,
j'ai pas envie d'être insultant. Ouais, non, Ok, Nietzsche, il a fait plein de trucs, mais bon, c'est un mec mort qui était dans une période où le véganisme c'était pas du tout éludé comme question et c'est un peu un anachronisme de l'utiliser pour défendre des questions de véganisme. Voilà. Bon. Bah, du coup, après bien avoir poncé un petit peu le thème de l'éthique chez les véganes, j'aimerais bien qu'on passe aussi à l'aspect militant. Quand on défend une cause aussi compliquée que le véganisme, parce que bon, ça parle quand même de mort, ça parle de conditions de vie et tout, j'imagine que c'est une cause qui tient à cœur, enfin ça anime comme cause. Donc j'imagine que quand on est vegan, on a envie qu'un maximum de gens autour de nous le deviennent. Est-ce qu'un vegan est forcément quelqu'un qui milite, qui essaie de convaincre les gens, ou est-ce qu'on peut être vegan dans son coin, mais du coup ça n'a pas forcément d'intérêt, parce qu'au final ça réduit l'impact de la lutte, et ça sert peut-être à pas grand-chose. Julien? Alors, je sais pas si ça sert à pas grand-chose ou ça dépend vraiment des gens, mais j'ai l'impression d'avoir vu la même chose un peu chez tout le monde, c'est-à-dire que quand on devient vegan, on devient presque automatiquement militant dans les premières années parce que on est tellement choqué, révulsé par ce qu'on apprend et ce qu'on découvre qu'on essaye de propager le message au monde entier ou au moins à nos proches. Je me rappelle quand je suis devenu végétarien, je devais être ultra vindicatif. Hein. J'en parlais tout le temps. J'étais en mode, mais vous êtes fous, vous êtes des meurtriers en fait. Arrêtez. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus véganes et qui, au début, étaient super super militants parce que ils en pouvaient plus. En fait, ils pouvaient pas garder ça pour eux tout seuls. Et puis petit à petit, ils ont pris du recul et ils se sont dit, si moi j'ai changé, ça veut pas dire que tout le monde peut changer. Et ça veut pas dire que tout le monde peut changer aussi rapidement que moi j'ai changé. Donc il faut que je prenne du recul et que je ne fasse pas un burn-out militant à essayer de convaincre tout le monde du jour au lendemain. Et c'est un peu ça le chemin que j'ai fait aussi. C'était au début j'avais envie de convaincre tout le monde et maintenant je n'essaye plus de convaincre les gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Je ne parle que aux gens qui sont intéressés par le sujet ou qui au moins acceptent de discuter. Ceux qui direct sont contre, je perds plus mon énergie avec. Parce que quand on est militant, en fait, il y a une réalité, c'est comment utiliser notre énergie de manière la plus optimale. Et la manière la plus optimale, c'est surtout pas d'aller parler à des gens qui sont contre ou qui s'en foutent de ta cause. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre du moral, c'est pas du tout efficace. Vaut mieux aller parler aux gens qui sont en demande, quoi. Et il y en a des millions, donc il y a déjà assez de taf de ce côté-là, quoi. C'est vrai, il y a une énergie limitée quand t'es militant, et c'est vrai au début. Alors en fait, c'est un peu les montagnes russes, parce qu'en général, au début, tu crois au dialogue avec tout le monde, tu dis ouais, mais non, mais il faut comprendre et tout. Puis toi, tu regardes les militants qui sont là depuis 5-6 ans et qui insultent tout le monde quand on marque au plein le cul, tu dis non, mais vous êtes violents, arrêtez, moi je crois au dialogue. Et puis quand t'es dans la fange depuis 5 ans et puis que toi aussi t'as vu que voilà, il y avait des gens qui étaient complètement bornés et tout, et que même il y a des gens qui t'insultent sans aucune raison. Toi t'es là, t'as envie d'aller se faire foutre tout le monde aussi, tu vois. Au bout de 5 ans, tu dis allez, c'est bon. Et puis en fait, à un moment donné, des fois il y a des jeux. Enfin, passer ce palier où justement t'as envie d'être militant et tu te rends compte que bon, être diplomatique ça sert à rien et t'as envie d'envoyer chez tout le monde, bah, passer un certain stade, tu te dis ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de vraiment dépenser son énergie là-dedans, hein, comme dirait Julien. En fait, c'est ça le truc, c'est que ben tout dépend de ce que tu appelles le militantisme. Mais moi, effectivement, j'ai un peu arrêté d'être dans le militantisme que je dirais actif, entre guillemets. C'est-à-dire, tu revendiques le fait d'être militant, tu vas faire soit des sittings, soit aller dans la rue, parler aux gens, etc. Soit te lancer dans des débats. Bon, voilà. Exception, ce soir, je me suis lancé dans un débat, du coup. Mais la plupart du temps, tu regardes dans mes vidéos, je le fais de manière complètement passive. C'est-à-dire, moi, c'est juste normal, en fait, d'être vegan, tu vois. Genre, je vais en concert, moi, je fais mes vlogs dans mes concerts. Je dis, bon alors, il vaut quoi le sandwich vegan? Moi, je veux ça. Puis vous m'en gardez, hein, parce que il n'y a jamais d'option vegan, alors vous cassez pas les couilles. Alors, tu vois, je parle du sandwich, des fois, je fais des reviews de sandwich vegan pendant le fest, tu vois. Enfin, je le place comme ça parce que, genre, c'est juste, ça fait partie de mon style de vie, tu vois. Et en fait, ben,
Ouais, on pourrait appeler ça du militantisme passif, dans le sens où je montre qu'en fait je vis tout à fait normalement en étant vegan, que ça change pas la personne que je suis, et qu'en fait des fois dans les commentaires t'as des gens qui font quoi? Mais t'es vegan? Mais je le savais pas. Il y a même un mec qui avait écrit quoi? Oh mais je l'adorais ce youtubeur, il est vegan! Putain. C'est-à-dire que le mec s'en était même pas rendu compte. C'est-à-dire, quelque part c'est. Enfin, quelque part c'est positif parce qu'en fait ça crame tous tes préjugés quoi. Tu vois, t'es là, tu te dis, bon, bah, voilà, tu vois, c'est tout. Donc, on pourrait dire que c'est du militantisme passif dans le sens où. Enfin, on pourrait dire que c'est une forme de militantisme dans le sens où je m'affiche, je fais comme si tout était normal avec mon véganisme. Donc, c'est pas vraiment du militantisme, mais les gens le voient, les gens se posent des questions, et même, tu sais, il y a déjà des gens qui sont venus me dire en commentaire, bah ouais, tu sais. Ça m'a fait me poser des questions parce que j'ai vu que t'étais vegan, machin, Ouais, donc bien du sûr, coup ouais. je m'y intéresse, je vais essayer aussi. Et en fait, ben, tu vois, ça marche aussi. Donc là aussi, il y a la question de se poser à quel moment c'est du militantisme. Moi, je pense qu'en fait, la définition du militantisme, elle est beaucoup plus large que ce qu'on veut croire. À savoir que même un mec comme moi qui se contente de vivre sa life, alors avant, je faisais des vidéos sur le véganisme, mais aujourd'hui, j'en fais plus. Même un mec comme moi qui se contente de vivre sa vie, bon, bah, quelque part, mes vidéos, tu vois, quand je mange un sandwich vegan, est-ce que c'est pas du militantisme vegan en fait? Alors que c'est juste ma vie, tu vois, je calcule pas. Genre, juste, je mange un sandwich, bah, je sais pas, t'es en vlog en festival, tu montres ce que tu fais, quoi. Bah voilà, c'est tout. C'est- À un moment donné, le militantisme, ça peut être juste avoir une chaîne de cuisine vegan sur Instagram. C'est aussi, tu vois. C'est pareil. C'est Moi, pour moi, le militantisme, c'est pas l'image du gars qui va dans la rue, qui revendique. Je suis pas d'accord avec cette définition-là. Toi, Julien, t'en penses quoi? Chacun trouve son militantisme en fait, c'est ça. Il n'y a pas un militant bien, un militant pas bien, un mec militant ou un autre qui l'est pas. On est tous militants de quelque chose à un moment. Ça varie, ça fait des montagnes russes, des fois plus fort, des fois moins fort. Bah, moi au début, j'étais militant de terrain, je faisais des choses dans des assos. Maintenant, je suis un peu en retrait et je fais plus de vidéos où j'en parle plus en off ou dans des conférences. Où là, ce soir, notre militantisme évolue et, et c'est normal. Enfin, voilà. Il y a une chose que Ouais, j'aimerais c'est aborder ça. aussi avant qu'on conclue, c'est l'image qu'ont les véganes à la fois dans les médias et bah, du coup aussi dans l'imaginaire populaire. J'ai remarqué, je dis ça comme si j'avais inventé l'eau chaude, mais enfin je veux dire, ça m'a l'air d'être de notoriété assez commune que les véganes sont pas très appréciés ou que c'est dur quand on est végane de laisser de transmettre son message, tu vois. Euh, la faute à qui? La faute aux médias qui sélectionnent peut-être des mauvais profils, des gens un peu trop exubérants, et même peut-être les médias qui mettent des véganes dans des positions confortables et qui leur permettent pas de d'énoncer leurs idées. Pourquoi les véganes ont une si mauvaise image? Je pense que les médias en profitent, mais si tu veux, moi je me rappelle des milieux militants en 2013-2014, quand on parlait de véganisme, genre dans des petits cercles, tu vois, que c'était pas encore, ça faisait pas encore le buzz. Moi je me souviens quand ça avait commencé à faire le buzz, c'était qui en avait parlé, putain. Alors oui, il y avait eu JMDO, il y avait eu l'émergence des youtubeurs véganes en 2015, mais tu sais, il y avait des youtubeurs genre comment? Il y avait aussi Émeric Caron qui était quand même un Ah journaliste oui. célèbre et tout et qui avait fait Ouais. ce livre No Steak. Et en fait, d'un coup, un mec que tout le monde connaissait était vegan, parlait de véganisme, et genre, what? Ouais, le vegan qui mange des œufs quand même. Ouais. Bon, après, voilà, mais au moins, il a parlé de Ouais, véganisme, il a fait rire. oui, mais oui, c'est vrai que voilà, bon, il y avait lui. Après, il y a eu plein de youtubeurs. Donc j'ai envie de dire des youtubeurs clasheurs de crypto droite qui ont commencé à faire un peu leur beurre là-dessus. Donc ça a apporté de la visibilité au véganisme. Et là, après, les médias sont intéressés parce que voilà, ça faisait parler sur Internet. Mais avant, moi je m'en souviens, c'était des petites niches dirigées par des groupes. Alors bon, ça avait déjà mauvaise presse parce que la plupart des personnes qui portaient le véganisme en France, c'était des personnes, alors, bah, des TERF, du coup, je pense que tu connais le mouvement, Mathias, si tu en as déjà parlé de féminisme. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ces personnes-là, euh, euh,
elles étaient à la fois, elles prenaient en fait un package, c'est-à-dire t'avais à la fois un militantisme qu'on appelle RADFEM, euh, TERF, voilà, et ensuite un militantisme vegan, les deux combinés. Et en fait, alors déjà de base, dans le milieu féministe, déjà ces personnes-là n'avaient pas vraiment la cote. En plus de ça, tu parles de véganisme, donc tu parles de changer les habitudes profondes de certaines personnes. Et ben, je peux te dire que sur Internet, t'avais déjà, dans ces petits cercles-là, t'avais déjà plein de personnes qui leur chiaient dessus. Si tu veux, de base, mettre une vérité dans la gueule des gens, même si tu le fais avec diplomatie, c'est toujours violent. Parce que ça les oblige à changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est changer ton identité. C'est changer... Enfin, ton identité, non, mais c'est changer une partie de ton éducation. Une partie de ce qui fait de toi ton identité. Donc forcément, ça... Les gens, ils aiment pas ça. Ils aiment pas cette idée de devoir remettre en question une partie de leur existence, tu vois. C'est pour ça que c'est aussi violent, même quand tu essayes d'être diplomate, tout ça. Parce que y a plein de bon, par exemple, Guren, alors Guren Meta, avant, anciennement Guren Vegan, à l'époque où je le trouvais intelligent. Guren Vegan, dans ses vidéos, il était vraiment toujours ultra diplomate. Même à des gros trolls de merde qui méritaient même pas son attention, le mec il prenait son temps pour bien répondre, machin. Je crois qu'il a répondu à Absol Vidéo, qui avait fait une vidéo sur les animaux, moi, où j'ai trouvé complètement merdique et hypocrite, parce que quelques mois juste avant, ou quelques mois juste après, il s'envoyait en l'air 20 McDonald's avec son pote, avec le concours de celui qui en bouffait le plus, tu vois, vraiment le mec complètement hors sol, enfin bref. Et ça, il l'a masqué la vidéo, parce qu'il l'assume plus trop, hein, mais t'inquiète, Absol, on connaît les bails. Et du coup, en fait, si tu veux, Guren, il a juste répondu à Absol ou à Antox Collaboy, je sais plus, un des deux. Et ben, il a répondu vraiment de manière la plus diplomatique possible, et pourtant, dans les commentaires et dans la barre de dislikes, mais putain, t'as plein de dislikes. Alors maintenant, tu peux plus les voir parce que YouTube a enlevé les dislikes. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Mais bon, ils ont enlevé les dislikes. Mais je me rappelle que c'était du 50% de dislikes, ce qui est quand même énorme. On pourrait dire c'est du 50-50, mais non, sur YouTube, c'est quand même énorme de se taper 50% de dislikes. Et les commentaires, pareil, en mode ouais, non, putain, bande de connards de vegan. Alors que Guren Vegan, vraiment dans ses vidéos, c'est pour moi, à l'époque, hein, le youtubeur vegan, c'était vraiment pour moi le youtubeur vegan le plus diplomate, sympa. Enfin, vraiment, tu pourrais rien reprocher à ses vidéos. Et si tu veux, voilà, ce que je te dis, c'est ce changement de paradigme là qui est vraiment violent pour les gens. Et je voulais juste préciser un petit truc, on l'a pas assez précisé, et après je termine et je te laisse finir, Julien. On n'a pas, on fait trop de distinctions entre d'un côté les véganes, d'un côté les omnivores. Alors déjà, scientifiquement, nous véganes, on est omnivores, voilà, pour rappeler quand même, on est tous omnivores. Et puis aussi, j'ai l'impression, on considère trop les véganes genre comme des autres êtres humains, tu sais, qui sont élevés entre eux, tout ça, mais quand même savoir que 0% des véganes, enfin, presque 0% des véganes sont des véganes. Moi, la seule personne que je connais qui a jamais mangé de viande, et genre, on parle juste de viande, hein, pas de fromage, c'est mon pote chanteur Terry, donc qui chante dans Crystal Throne, voilà, je fais le pub. Et Terry a 37 piges, je crois, 37 ou 38, il a jamais bouffé un seul gramme de barbac de sa putain de vie. Et lui, attention, hein, lui, il était ceinture noire de karaté, il a fait de la boxe, il a eu des conditions physiques quand même assez éprouvantes. Et je veux dire, lui, je pense, s'il te met une tatane, tu la sens pas. Il sait vraiment se battre. Il a déjà été en conditions comme ça. Enfin bref, c'est pas, tu vois, c'est pas l'archétype de entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais tu sais l'homme soja, tu sais cette espèce de cliché qui est toujours emmené partout, enfin bref. Et bah voilà, à part des gens comme lui, tout le monde a été élevé avec l'idée de manger de la viande et à manger de la viande. Et en fait, nous, on est devenus véganes, bah, mais avant, on mangeait de la viande aussi, quoi. C'est-à-dire que 100% des véganes, quasiment, étaient mangeaient de la viande,
Et du coup, 100% des véganes se sont déjà remis en question au moins une fois dans leur vie au niveau alimentaire. C'est pour ça que quand les gens ils nous disent « Mais remettez-vous en question !» Bah oui, mais c'est déjà fait. Tu vois. Enfin, comment dire, peut-être qu'on n'a pas forcément raison, encore que je trouve qu'on a donné pas mal d'arguments. Mais même dans le cas où on sait pas qui a raison, ou c'est du 50-50, nous on s'est remis plus de fois en question que les gens qui mangent toujours de la viande depuis tout petit. Alors, on s'est au moins remis en question une fois. Bah, pourquoi les véganes ont mauvaise presse? J'ai envie de dire, ils l'ont de moins en moins cette mauvaise presse, et j'ai l'impression que c'est pour une raison très simple, c'est que le message est devenu beaucoup plus clair et beaucoup plus capitalisme friendly. C'est-à-dire qu'au début, c'est ce que tu disais un peu Max, les véganes c'était des antispécistes, antiracistes, anticapitalistes, anarchistes. Ça existe toujours. C'est un package Voilà. en fait. Aujourd'hui, il y a toujours une partie des véganes qui est comme ça, notamment moi. Je prône pas juste le véganisme, je prône le véganisme dans un système politique antispéciste, anarchiste, enfin voilà. Et donc cette question d'antispécisme est arrivée d'abord avec ce paquet assez lourd, une véritable révolution politique, idéologique. Bien évidemment, c'est super compliqué à accepter dans une société des gens qui viennent avec l'envie de tout casser, tout changer. Donc les véganes avaient mauvaise presse parce qu'en fait ils étaient vus comme les anarchistes bizarres qui veulent tout casser et tout révolutionner. Puis ils ont quand même réussi à se faire entendre, ces gens-là, et à toucher d'autres personnes qui ont adhéré à la partie végane sans adhérer forcément au reste du projet. Donc on a eu la naissance des véganes, on va dire, uniquement véganes. Et donc eux, par contre, ils ont pu être compatibles avec le capitalisme. On pouvait avoir des steaks Erta vegan. On pouvait avoir l'État qui met des lois sur le véganisme. Enfin, toutes ces choses-là avant n'étaient pas compatibles avec l'anticapitalisme, l'anarchisme vegan. Ils voulaient rien avoir à faire avec l'État et le capitalisme. Et à partir du moment où le véganisme est devenu compatible avec ça, ça a enclenché la transition. Et je reviens sur ce que tu disais avant, Max, de la transition des ordinateurs, la transition informatique, elle s'est faite. Je vois pas pourquoi la transition vegan se ferait pas aussi vite. Et pas les ordinateurs, c'est parce que ça remettait en cause aucun système, ça approfondissait le capitalisme. Donc forcément, le capitalisme derrière qui disait faites cette transition, c'est bien. Le véganisme, pendant longtemps, c'était contre-capitaliste, donc personne n'en voulait. Et dès que c'est devenu dans le capitalisme, les gens se sont dit ok. Enfin, quand je dis les gens, les industriels, les politiques, etc., se sont dit ok, on peut le mettre en avant. Et c'est précisément ce qui est reproché aujourd'hui au véganisme, c'est que ce soit une espèce de capitalisme vert déguisé, mais c'est pas les véganes qui voulaient ça. C'est le capitalisme qui a transformé le véganisme comme ça. Et on peut voir des inconvénients sur le fait que, oui, effectivement, un véganisme capitaliste, c'est pas ouf, c'est pas le top, nanana, mais en même temps, c'est grâce à ça, j'ai envie de dire, parce que une partie du combat vegan est devenue compatible avec le capitalisme, qu'il a pu se développer. Maintenant, tout l'enjeu, je pense, c'est de pas voir notre véganisme capitaliste, donc les steaks Erta et tout ça, comme une fin, mais comme un moyen pour atteindre toujours notre idéal qui reste le même, c'est-à-dire une société en dehors du capitalisme, vegan, qui fasse moins de souffrance à tout le monde, plus d'égalité, plus de liberté. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne stratégie de mettre déjà un pied dans la fourmilière. Ouais, le véganisme, il peut être capitaliste si vous voulez. Faites des steaks Erta, c'est très cool. Mais derrière, garder cette idée du long terme et qu'on veut pas un capitalisme vert à la fin. On le veut peut-être en transition, un petit temps, parce que voilà, on n'a pas le temps d'attendre, mais c'est pas une fin en soi. Le véganisme est capitalismo-compatible parce qu'effectivement, avant, tu avais des gens qui étaient en mode anarchie, qui faisaient de la... Comment on appelle ça? De l'intersectionnalité, en fait, d'un peu toutes les luttes et qui intégraient le véganisme à l'intérieur de ça. Et maintenant, tu as plus des gens qui s'intéressent vraiment juste à la partie végane, qui font des entreprises par rapport à ça. Voilà, tu vois, les nouveaux fermiers. Alors, ça s'appelle plus les nouveaux fermiers, ça s'appelle Apivore maintenant. Apivore. Je sais pas qui est. Je sais pas combien de litres de shots il s'est envoyé le directeur marketing avant de valider ça, mais bref. Vraiment de la grosse merde cette idée de nom. Mais du coup, effectivement. Maintenant que tu vois, t'as l'aspect
corporate et tout, que maintenant t'as des vegans qui sont en costard cravate qui viennent te promouvoir leur truc, et que maintenant c'est possible de faire ça à une échelle industrielle, effectivement, ça a peut-être un peu meilleure presse. Enfin, moi, je trouve que, bon, il y a quand même eu des restrictions à la con par l'État. Alors ça montre qu'effectivement le véganisme gagne en puissance, parce que sinon l'État prendra même pas la peine de faire ces restrictions en termes de nom. Mais pour moi, ça veut pas dire que ça a forcément vraiment meilleure presse, en tout cas dans les médias. Moi, je vois une évolution très très lente, quoi. Bon, typiquement l'émission populaire par excellence, genre TPMP, voilà, bon, on en reparlera quand ils arrêteront d'inviter cette horreur Solveig pour le Alloin. véganisme que représente, voilà, Solveig après. Voilà, je crois. Mais c'est pour ça, tu vois, que moi j'avais réalisé la vidéo Je ne suis plus vegan, qui a fait d'ailleurs que c'est grâce à cette vidéo que j'ai été invité ce soir. J'avais fait cette vidéo Je ne suis plus vegan pour dire je ne veux plus me définir comme un mode de consommation. C'est-à-dire vegan, en fait, c'est un consommateur. Le vegan est un consommateur qui ne consomme pas de produits issus de l'exploitation animale. Et moi, je veux pas que mon combat soit résumé à je suis un consommateur qui fait certains choix. Non, je suis en fait antispéciste. Donc c'est-à-dire que, bien évidemment, je suis vegan, mais je l'inclus dans un système politique. Je suis pour une révolution politique, pas juste un capitalisme vert. Et j'avais bien aimé faire ça. Parce que c'est vrai, bon, après on pourrait discuter du capitalisme, mais effectivement. Ce sera un autre débat limite. C'est pas forcément. C'est pas forcément ce qu'on aimerait voir, mais comme on le disait aussi souvent, une consommation éthique à 100% n'est pas possible dans un système capitaliste. Le problème, c'est que voilà, le capitalisme aujourd'hui, il régit tout, et que même le système de culture, entre guillemets, extensive, alors, même s'il n'est pas réellement appliqué par le capitalisme, bah, tu sais, il devient capitalismo-compatible, c'est-à-dire mettre en avant le bien-être, agrandir les cages, tout ça, tu vois. C'est-à-dire que même ces trucs-là qui sont pas du tout véganes, qui sont même, bah, tu vois, c'est plutôt la position que défendait pas vegan, même ces trucs-là, ils sont récupérés par le capitalisme, et que le capitalisme en fait son fonds de commerce en disant, mais regardez, nous on est éthique, machin. Tu vois, mais ça se fait depuis tellement longtemps, l'image de la petite ferme traditionnelle, alors que derrière t'as les gros pilons qui font les trucs automatiquement, et sans aucun respect pour l'environnement ou l'humain ou les animaux ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, ce qui est dur aujourd'hui, c'est que tout est récupéré par le capitalisme. Après, bon, bah effectivement, Julien, t'as l'air plutôt optimiste sur le long terme. Je t'avoue que moi je suis un peu dans l'incertitude. J'essaie de pas être trop pessimiste, mais c'est vrai que c'est un peu décourageant de voir une entité comme le capitalisme qui a pas forcément de visage de toute façon, puisque c'est un système, c'est partout, tu vois, tu peux pas attaquer un seul truc, c'est vraiment tout un système qui est ancré chez tout le monde, et tout le monde va te dire oui, mais c'est le système le moins pire, vous vous rendez compte, communisme, 100 millions de morts. Alors, oui, tu vois, pareil, la culture politique des gens est aussi pitoyable que celle sur la nutrition. Mais le fait est que c'est tellement dur de se battre contre un système qui phagocyte absolument toute démarche, tout semblant de début de démarche qui commence bien, que c'est difficile de faire autrement, quoi. Donc c'est vrai, bon là on est content parce que le capitalisme donne de la visibilité au véganisme, mais c'est vrai qu'on aimerait bien s'en passer du capitalisme. Le problème c'est que on peut pas, quoi. Je disais que je suis optimiste, et tu sais pourquoi je suis aussi optimiste sur l'avenir du véganisme? Parce que à chaque fois que je vais dans des assos véganes, antispécistes, à des conventions, des choses comme ça, et que je rencontre les gens qui pensent la lutte antispéciste, je me rends compte que c'est des gens mais infiniment plus brillants que moi, et qui sont vraiment mais brillantes, ces personnes, et qu'elles savent où elles veulent aller, comment y aller, et qu'elles ont des intentions qui sont pures et justes, je trouve. Et franchement, à chaque fois que je les rencontre, je me dis, si ces personnes-là sont dans mon camp, en fait, on a gagné. Quand je vois les branquignoles qu'il y a en face, et quand je vois les esprits magnifiques qu'il y a dans les camps des antispécistes, je sais qu'on a gagné sur le long terme, en fait.
Bon, du coup, pour conclure, vu qu'on en est là au final, c'est quoi les défauts de la lutte végane et quelles pistes d'amélioration on pourrait proposer pour que votre lutte justement fructifie, aille de plus en plus loin? Voilà, les défauts. Alors attends, je voulais juste éclaircir mon propos juste avant, Julien, c'est que je suis plutôt pessimiste sur le côté. On va pouvoir se débarrasser du capitalisme. J'ai aucun doute sur le fait que le véganisme va être majoritaire, je pense, d'ici quelques temps, notamment parce que bon, il y a une loi sociale, je sais pas si vous êtes au courant, je sais plus si ça a été théorisé, mais un truc que j'avais entendu qui était très intéressant, ça s'appelle la loi de la minorité. Le fait que dès qu'une population atteint, on va dire 3%, 3 ou 4% en termes de proportion d'une population totale, tu peux émettre des changements à grande échelle. Ça se vérifie pas tout le temps, mais je sais que c'est possible. Et bah, tu prends par exemple, alors là, l'exemple que j'avais vu, c'était l'exemple, je crois que c'était l'exemple de la nourriture ou des boissons cachères, quelque chose comme ça aux États-Unis. Et effectivement, la proportion de personnes qui mangent ou qui boivent cachère aux États-Unis est très faible. Et pourtant, dans certains États, la quasi-totalité des boissons, par exemple, elle est cachère. Alors, moi, je connais rien du tout sur la bouffe cachère ou quoi. Je sais juste que, bah, comme il y a une minorité de personnes qui ont des restrictions un peu plus grandes que la majorité de personnes qui, elles, s'en foutent de boire cachère ou pas, eh ben, on s'aligne sur les personnes qui consomment cachère, et du coup, bah, tout le monde est content, tu vois. Donc, Pareil pour les je me abattoirs dis halal en peut-être. France. Oui, voilà, c'est pareil. Je veux dire, moi, honnêtement, j'ai pas de religion, je m'en fous complètement. Tu vois, bon, si j'étais pas vegan, je pense que je m'en foutrais de manger à la bouffe. Vraiment, rien à cirer. Mais du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que bon, je pense que du coup, du fait de cette loi qui n'est pas un truc prouvé, hein, mais je veux dire, empiriquement, ça s'est déjà vérifié. Moi, je pense, hein, voilà, avec les obligations en plus écologiques, l'ouverture éthique qui se fait, bah, d'ici 20 ou 30 ans, c'est jouable. En vrai, c'est jouable. Je suis pas. C'est pas là-dessus que je suis pessimiste, c'est vraiment sur cette idée de capitalisme Hmm. qu'on. Voilà, je pense qu'on n'arrivera vraiment pas à s'en défaire de cette saloperie, sauf s'il y a une bonne grosse météorite qui nous remet tous à l'âge de pierre, mais bon, ça c'est. Je le souhaite à personne, évidemment. Ouais. En gros, moi je pense que euh, il nous faut plus de penseurs, il nous faut plus d'ouvrages, il nous faut plus d'études. Euh, Ça, je pense que, alors je sais pas, c'est pas vraiment un défaut qui est de notre fait, en tout cas pas toujours. Mais par exemple, le manque d'études, bon, tu vois, nous on n'y peut rien, mais effectivement, c'est difficile. Euh, Même s'il y en a de plus en plus, hein, voilà, là j'ai pas eu de problème à en trouver 50 pour répondre à pas vegan. Mais si tu veux, le manque, il y a quand même, il y a quand même un manque d'études parce que c'est assez récent, et il y a un manque surtout de méta-analyse. Voilà. Un manque de méta-analyse, le fait de croiser plusieurs études pour en faire vraiment un bloc qui pourrait être bah, difficilement, extrêmement difficilement débunkable. Ça, je pense que ça nous manque dans le véganisme. Je pense que ce qui nous manque aussi, alors, ah oui, ce qui nous manque aussi, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le terme génocide. Quand tu sais, je t'avais dit le terme génocide, ça me dérange pour parler d'animaux en fait. Bah, ce qui me dérange aussi, voilà, c'est par exemple certaines associations qui vont pas avoir de mal avec le fait de comparer les animaux avec la traite des esclaves, avec la façon dont on considère les femmes, tu vois, le sexisme, tous ces trucs comme ça. Le fait de parler de viol pour inséminer des vaches. Cette utilisation de champ lexical, moi, c'est un truc qui me débecte. Et je trouve qu'il faut pas non plus. Alors, moi, je suis d'accord pour l'intersectionnalité. Enfin,
c'est pas à moi d'être d'accord ou pas ou de valider ce genre de concept. Mais on va dire que intersectionnalité oui, mais pas mélanger les termes, parce qu'on sait très bien qu'en mélangeant les termes, en fait, on passe juste pour des putains de gros bobos blancs privilégiés qui ont absolument rien compris à ce qui se passe dans le système de lutte, en fait. Donc ça, faut arrêter ce genre de conneries. Moi, si tu veux, j'ai pas envie de comparer les animaux à la traite négrière tu vois, du 17e ou 18e. J'ai pas envie de... Tu vois, j'ai pas envie qu'on fasse ça. J'ai pas envie qu'on dise que les vaches se font violer, déjà, parce que... Bon, bah, du coup, personne... Pas de personne féministe qui est là ce soir, donc, je sais pas, je vais le dire. Donc du coup... Bah, le fait de justement oublier la dimension sociale du viol, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que par exemple, quand on est vegan, je pense qu'il faudrait que les végans fassent plus attention au fait de ne pas dénigrer d'autres causes ou de faire du mal indirectement. Et là, je te prends comme exemple le fait de parler de viol pour l'insémination des vaches. Même si dans la définition du Larousse, tu n'auras jamais de dimension sociale au viol, il faut pas oublier quand même que le viol, c'est une définition, enfin, c'est une dimension sociale et qui fait que les animaux n'ont pas forcément quand tu les insémines, tu vois. Il y a pas cette voilà, je sais pas la honte ou les envies, enfin comment dire les, tu vois tous les enjeux derrière qui vont se passer après pour les animaux, qui pour nous sont beaucoup plus présents parce que l'humain c'est un être social, c'est un animal qui a un capital social extrêmement élevé. Donc en fait, ça prend une importance beaucoup plus considérable chez nous. Et du coup, le fait de minimiser cette dimension, enfin, le fait de parler de viol pour les animaux, ça minimise cette dimension qui, au final, est extrêmement un point extrêmement important. Et je pense que les personnes militantes féministes l'expliqueront bien mieux que moi, qui ne suis pas un crack du tout sur le sujet. Mais du coup, voilà, quand les personnes militantes féministes, même des personnes qui sont pas véganes mais militantes féministes, te disent bon bah voilà, s'il te plaît, arrête de parler de viol pour les vaches parce que je t'explique, parce que si, parce que ça, c'est pas éthique, donc arrête s'il te plaît. Je pense qu'il faut les écouter aussi. Voilà, il y a cet aspect-là qui est, je trouve souvent négligé. Et bah du coup, je vais reparler de 269 Live, des assos comme ça qui font absolument pas attention au langage qu'elles tiennent et qui du coup participent un petit peu à, tu vois, disperser les mouvements militants, alors qu'en fait, on devrait plutôt converger vers une même cause, quoi. C'est-à-dire une éthique supérieure. Au final, toutes les militantismes se recoupent autour d'un même point, une éthique supérieure, tu vois, dans n'importe quel domaine. Et le fait de piétiner des luttes en utilisant du vocabulaire, même si c'est que des mots, hein, les gens vont dire que c'est que des mots, mais les mots c'est important. Tu vois, le fait de piétiner des luttes en utilisant du vocabulaire n'importe comment, ça n'aide pas du tout. Et quand les gens disent à des assos, bah arrêtez de faire ça, il faut qu'on puisse les écouter et dire ok, on arrête de faire ça. Et ça nous permettra aussi par la même occasion, je pense, de se défaire de cette image du véganisme, tu sais, c'est un truc de blanc, bourgeois, bobo. Alors que c'est pas du tout vrai, tu vois. Je veux dire, tous les gens véganes que je connais, c'est des gens précaires. Il y a aussi un véganisme. Il y a aussi l'afro-véganisme, le mouvement de l'afro-véganisme qui est vraiment complètement passé sous silence à chaque fois. Il y a énormément de personnes noires avec une culture végane extrêmement présente et ancrée. Ça, on n'en parle jamais. Moi, j'en suis plein en plus. Sur Instagram, j'ai plein de noms à te donner. Tu sais, t'as Tabitha Brown, t'as One Great Vegan, enfin, t'as plein de personnalités comme ça qui sont issues d'une communauté avec une culture du véganisme très forte. La soul food, hein, tu sais, les restaurants afro-américains vegan, il y en a énormément. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on passe trop sous silence et qu'on devrait apprendre justement à respecter, à mettre en avant et ne pas, tu vois, montrer cette image de diversification et pas ce truc monolithique de tu vois,
délire blanc bourgeois privilégié ouais. qui est totalement fou en fait. Je vais d'abord répondre à ce que tu disais, Max, et comme ça me fait aller sur la suite. Sur le manque de méta-analyse scientifique, je pense que c'est une question de temps, parce qu'en fait, vu que ça fait Ouais. très peu de temps qu'il y a des analyses, des études orientées, on va dire un peu vegan, bah, le temps qu'il y en ait assez pour faire des méta-analyses, on va en avoir. Voilà, c'est un défaut, mais c'est une question de temps, je pense. Euh, pour la question du vocabulaire, effectivement, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de brosser les gens dans le sens du poil, de pas les choquer inutilement. On les choque déjà peut-être avec notre nouveau mode de vie, notre nouvelle relation à la nature, tout ça. Il faut essayer de pas perdre le sujet. Euh, Effectivement, moi des fois je dis génocide, viol. Bon, génocide, effectivement, c'est pas pertinent. Viol, effectivement, il y a la dimension sociale, tout ça. Alors, Je suis d'accord, ouais, ça peut être oppressif pour d'autres personnes qui sont nos alliés, donc voilà, c'est déjà un bon point. Et aussi, ça peut faire dériver le sujet, ça peut le faire aller hors sujet. Les gens, plutôt que de parler du fait qu'on maltraite des vaches et qu'on les insémine artificiellement, et voilà, et ben ils vont parler de non, mais le viol, c'est pas ça. En fait, ils vont changer le sujet. Et ouais, nous, c'est pas voilà, notre bah ouais, en intérêt. plus, voilà. Donc, Bah voilà. effectivement, je suis d'accord avec toi sur ses défauts et ce qu'il faudrait faire. Je dirais qu'un autre défaut du mouvement vegan, ouais, on a encore beaucoup de vegans, ben, comme Solveig Loin, qui peuvent être très virulents. Ça, on peut pas leur en vouloir parce qu'effectivement, face à tant de violence, et ben, il y a un moment où tu pètes un câble et toi aussi, tu es violent pour essayer de réveiller les autres. Mais je pense que c'est pour ça, ça demande une force immense d'arriver à prendre un peu de recul et de savoir où taper pour être le plus efficace. Pareil, il faut essayer d'éviter d'être hautain, de croire que on a découvert quelque chose que les autres savent pas et donc ça veut dire qu'on est plus intelligent ou mieux moralement. Parce que avant, en fait, C'est on a mangé de la viande. Ouais. vrai que On se dit, mais en fait, vous êtes complètement fous, vous êtes des hommes de Cro-Magnon qui tuent des trucs pour bouffer. Moi, j'ai compris. Et t'es en ouais, mode, t'as fait oui, pareil mais pendant 20 ans, gros con. voilà, C'est ça, quoi. c'est ça. Et du coup, il faut accepter ça. Et pareil, accepter de ne pas dépenser son énergie n'importe où. C'est-à-dire, convaincre sa famille, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus énergivore que convaincre 1000 inconnus. Mais on a un attachement à notre famille, donc on veut les expier du péché. Tu vois, je pense qu'il y a un peu cette dimension de. On veut qu'ils soient aussi éthiques que nous, quoi. Et je pense qu'à un moment, si ça marche pas, il faut abandonner. Parce que sinon, on perd trop de force pour rien. Et pour terminer sur la question de la convergence, effectivement, je pense que il y a ce qu'on disait avant, il y avait des véganes antispécistes, anarchistes, enfin un truc assez complet au début. Maintenant, il y a beaucoup de néo-véganes qui sont juste véganes, limite capitalistes véganes, quoi. Et je pense l'erreur qu'il faudrait surtout pas faire, ce serait que le véganisme devienne un mouvement mainstream intégré au capitalisme. Il faut absolument que le véganisme garde, au moins en backstage, hein, pas forcément dans les apparitions publiques et tout ça, mais au moins en backstage, cet esprit d'écologie politique, c'est-à-dire d'anarchisme, d'anticapitalisme, d'un nouveau monde, d'un nouveau quoi. Et ça, je le vois, bah, par exemple, quand moi je vais dans les milieux militants véganes, on va dire un peu plus poussés, je vois des intellectuels qui entretiennent cette culture, donc je suis très content. Et quand je vais dans des trucs un peu plus grand public, je vois plein de véganes qui en fait comprennent pas pourquoi d'un coup je parle anarchisme ou autre chose. Et je leur dis, mais faites gaffe, le véganisme, il faut toujours le lier à quelque chose d'autre. Sinon, on va faire fausse route à un moment. Il faut qu'on ait un idéal plus grand que juste le Non, véganisme. Faut c'est qu'on ait ça. une horizon beaucoup plus intéressante. C'est Et vrai je que pense. Voilà, ouais. c'est vrai que par exemple, moi, je vois qu'il y a peut-être pas assez de véganes, je pense, hein, qui se posent la question bah, tu vois, consommer local ou consommer de Mm. saison, tu vois, parce qu'on part du principe qu'on on se prive déjà tellement, ah, c'est bon, on va se faire plaisir sur le reste. Bah non, en fait, tu vois, non, c'est juste dans la mesure du possible, on essaye quand même d'avoir une alimentation aussi éthique. Ça sert à rien de manger 3 kilos de chocolat ou de noix de cajou par semaine. Enfin, en vrai, non, tu vois, ça sert à rien. Ça aura peut-être une empreinte écologique moindre que si tu mangeais de la viande, c'est sûr. Mais si tu peux faire encore mieux, pourquoi continuer à faire un truc qui est pas terrible éthiquement, tu vois? Donc, Et, et surtout, du coup, je termine là-dessus vraiment. Je pense le plus gros défaut, mais c'est pas que des véganes, hein, c'est politique, c'est d'insister sur la responsabilité individuelle.
Si tu tues des animaux, c'est parce que tu es un psychopathe tueur. Si tu ne manges pas local, c'est que tu es un connard qui veut pas sauver l'environnement. En fait, cette responsabilité individuelle, c'est le résultat du libéralisme, où on croit qu'en fait les gens sont maîtres de ce qu'ils font. On croit que voilà, s'ils tuent, s'ils mangent pas local, s'ils font leurs courses dans un truc dégueulasse, enfin, et pas bio, c'est que c'est des connards. Non, en fait, la société conditionne les gens et donc, il faut pas en vouloir aux gens s'ils font ce qu'ils font. Il faut en vouloir à la société, donc il faut chercher à changer la société. Parce que changer les gens, si on change pas la société, c'est impossible et ça va être chiant. Alors que changer la société, bah, les gens vont suivre après en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours cette logique, on va dire macro, changer les institutions, changer la société, plutôt que de changer les individus. Et du coup, responsabiliser la société, les institutions, et pas responsabiliser les individus qui en fait, ils sont pour rien quoi. Ils sont nés dans un monde où ça se passe comme ça et ils n'ont pas tous la force de tout remettre en question tout le temps, comme les anards métalleux, gauchistes, véganes que nous sommes. Alors après, je suis d'accord. Alors, je vais me reprendre un petit peu parce que je suis d'accord pour dire que la société a une grande part de responsabilité, mais délaisser totalement les gens de leur Pas responsabilité. totalement, ouais. Je suis un peu réticent à cette idée quand même, parce que tu vois, nous deux, bah, on fait partie d'un système, en fait. Pareil, on est soumis, j'ai envie de dire, aux diktats de la société. Bon, ça fait un peu complotiste quand je parle comme ça, mais bah, Non mais ouais. on est quand même malgré ça, tu vois, on est quand même devenu vegan. Donc, il y a quand même des trucs à prendre en compte. Après, je vais pas nier le fait que bon bah tu seras probablement, enfin, je pense que t'es d'accord avec moi sur le fait que la méritocratie c'est une farce, voilà. Donc, bah, c'est-à-dire que en fait, clairement, ce qui fait de toi aujourd'hui, c'est beaucoup plus ton environnement que tes capacités totalement intrinsèques, tu vois, et tes objectifs personnels. Voilà. Mais de l'autre côté, voilà, tu vois, il y a des gens, à un moment donné, ils ont un déclic et ils ont, bah, faut le dire, à un moment donné, ce qu'ils départagent, des fois, deux personnes, une qui va être végane, une qui va pas l'être. Des fois, ce qui va les départager, c'est juste, allez, je me lance ou allez, je me lance pas, tu vois. À un Ouais, moment mais donné, un déclic qui est juste, souvent extérieur, quoi, tu vois, c'est ça. ouais, mais c'est-à-dire, pour deux personnes qui vont voir une même image, t'as peut-être une qui va dire, allez, je le fais tout de suite, et puis l'autre qui va dire, oh, balèque. Tu vois, il y a quand même, je pense, une petite part de choix personnel, tu vois, que je pourrais pas quantifier, parce que comment tu veux quantifier ça? Mais j'ai pas envie de désister complètement, parce que au final, c'est quand même les gens qui font la société, tu vois. Et que, bon, bah, comme dirait le grand philosophe Coluche, il suffirait que les gens arrêtent d'en acheter pour que ça se vende pas. Non, mais c'est. Voilà, il y a aussi voilà, la demande qui répond à l'offre, l'offre qui répond à la demande. Enfin, en fait, si un des deux acteurs s'effondrait, tout le système s'effondrera, quoi. Bon, on va finir sur Coluche peut-être du coup. Je pensais pas qu'on en arriverait là, mais. Oh non, c'est pas, non. Dis un truc intelligent, Julien, avant, s'il te plaît, comme ça. Bon, bah, en tout cas, merci à vous, c'était super cool, c'était super intéressant, très pertinent. Bah, j'invite et j'incite aussi absolument tout le monde à aller voir vos chaînes respectives. Bah, Pas Vegan n'est pas là, bah, du coup, la chaîne Pas Vegan, la chaîne de Julien Demos Kratos et la chaîne de Max Waimi pour vous faire, pour vous forger une opinion, tout simplement. Encore merci à vous et puis bah, à bientôt, sans doute. Bonne soirée. Merci pour Bah, l'invitation. écoute, Salut. À plus. ouais, Ciao. bah, merci. Bye.